La mer n'est pas méchante. Vous dites, la mer l'a pris, mais elle ne l'a pas volé. Elle n'a été que le moyen pour lui de revenir dans la maison du Père. Il faut que vous le croyiez. La mer n'est pas méchante. La mer est source de vie. Mais parce qu'il aimait la France, la mer et les bateaux, mon mari regrettait et me disait et me redisait souvent qu'il n'aimait pas que les Français ne voient en la mer que des plages où s'amuser et du poisson à manger, ou aussi des bateaux pour s'amuser. Ça n'est pas ça la mer, me disait-il. La mer peut être source de vie et de puissance et de force et d'alliance entre les hommes. La France n'a jamais été aussi grande que lorsque ces bateaux de guerre comme de commerce, ces canaux, quand ces bateaux allaient sur l'eau pour son plus grand rayonnement. Mais il y a de cela très longtemps, et depuis trop longtemps, nos gouvernants, quels qu'ils soient, ont tourné le dos à la mer. Les Français sont des terriens, et pourtant, ils ont des côtes, ils ont des bateaux. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans la marche du siècle. Ces phrases lourdes de Madame Tabarly, qu'elle a prononcées lors de l'hommage rendu par la Marine nationale à son mari, 8 jours après sa disparition, alors que son corps n'était pas encore retrouvé, ont vraiment frappé tout le monde par leur force. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai décidé de construire une marche du siècle autour de M. Tabarly, autour de la mer, et seulement en présence de Mme Tabarly, si elle acceptait d'y participer, ce dont je doutais d'ailleurs beaucoup. Cette émission vous est présentée, éditée du musée de la Marine, place du Trocadéro à Paris, un merveilleux endroit pour le rêve d'ailleurs, en partenariat avec Radio France Internationale, que je voudrais remercier. Cette marche difficile, un peu inattendue presque, a été rendue possible grâce à l'entremise de 2 personnes que je veux saluer en premier. Un marin qui ne déteste pas les journalistes, M. Gérard Petitpas, et un journaliste qui aime bien la marine, c'est-à-dire M. Hervé Corbière. Il y a beaucoup d'autres personnes que celles qui sont sur ce plateau ce soir qui auraient eu qualité, ne serait-ce qu'au nom de l'amitié, à être présents dans cette émission. Faute de place, faute de temps, je dois, au nom de l'équipe de la marche, leur présenter nos regrets. Nous les regrettons et j'espère que cependant, ils participeront à cette émission et la regarderont avec le plaisir qui est celui de redécouvrir des documents. Et puis je voudrais vous saluer, Madame Tabarly, et dire publiquement que nous sommes très respectueux devant l'effort que je sais que vous faites sur vous-même pour participer à une émission alors que les médias ne sont pas à l'évidence votre premier jardin de bonheur. D'abord, comment vous est venue, Madame Tabarly, l'idée de ce discours que l'on vient d'entendre? Je suis contente que vous me posiez cette question. Elle va me permettre de mettre des choses en place. Quand je suis sortie un peu de la léthargie dans laquelle j'étais, j'ai su que certains avaient cru que j'étais téléguidée, d'autres que ce texte avait été écrit. Je crois qu'il faut que je vous dise quelque chose que peut-être beaucoup ne croiront pas. Mais ce texte, c'est mon mari qui m'a demandé de le faire. Ça a commencé dès le dimanche après sa disparition, et je n'ai pas compris au début ce que ça voulait dire. Mais les phrases revenaient, et chaque fois que j'étais un peu seule, le texte formait. On riait, on rajoutait, exactement comme lorsque nous travaillions ensemble. Éric écrivait ses textes, me les faisait relire, je corrigeais parce qu'il n'était pas bon en orthographe, ou bien qu'il disait des phrases qui se disaient mais ne s'écrivaient pas. C'était une collaboration de 22 ans, et là encore, la collaboration a eu lieu. Et vraiment, au début, je me demandais ce que ça voulait dire, je ne comprenais pas, je me demandais, mais pourquoi est-ce que moi, dans un moment pareil, je dirais quelque chose, je n'ai pas l'intention de faire l'intéressante, il n'y a pas de raison que je me mette en avant, mais ça revenait, les phrases revenaient, le texte se peaufinait, on élaguait. Alors, quand nous avons décidé, et l'idée m'est venue par Jean-François Degnaud, que j'ai vu incidemment à la télé, de rendre un hommage à Éric, parce que je disais, Jean-François, il n'appartient pas qu'à sa famille, il appartient à tout le monde, et je me suis dit que peut-être des gens effectivement avaient besoin, envie qu'on fasse quelque chose. Ce qu'il faut qu'on comprenne, madame, c'est qu'au fond, après sa disparition, vous vous êtes senti inspiré par votre mari pour dire ce que vous avez dit, que vous n'aviez d'ailleurs par ailleurs pas écrit. Il n'y a pas eu de texte écrit, non.
Il n'y a pas eu de texte écrit, et quand donc nous avons décidé de faire cette cérémonie à Brest, j'ai dit à l'amiral Foyard, j'aurais peut-être quelque chose à dire. Et il m'a répondu, si quelqu'un doit parler, c'est toi. Mais il n'a pas demandé ce que je devais dire. Et le dimanche, quand nous allions à l'Anvéoc, que mon texte était parfaitement imprimé dans ma tête, j'ai dit à Gérard Petitpas, je vais peut-être dire quelque chose. Lui non plus ne m'a pas demandé ce que j'allais dire. Ils m'ont fait parfaitement confiance et c'était assez étonnant. Madame Tabarly, pour la première fois, lorsque Éric est parti pour son dernier voyage avec son bateau, en juin dernier, vous aviez, paraît-il, demandé à votre mari de ne pas partir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous aviez un pressentiment, peur? Parce que ça ne vous ressemble pas en réalité, ça? Non, j'ai toujours dit que quand bien même je ne saurais pas qu'il reviendrait, quand bien même je saurais qu'il ne reviendrait pas, je ne m'empêcherai pas de partir. Simplement, cette fois-là, je ne sais pas s'il faut parler de pressentiment, je ne lui ai pas demandé de ne pas partir, je lui ai demandé de ne pas partir comme cela, parce qu'il manquait 2 équipiers, et 2 équipiers de choc, 2 de ceux qui connaissaient le mieux le bateau. Les autres connaissaient très bien le bateau également et avaient déjà navigué avec Éric 2 ans auparavant, l'hiver dernier aux Antilles, ils connaissaient bien le bateau. Mais j'ai eu brusquement très peur et je lui ai demandé de ne pas partir. Et fidèle à la devise que je m'étais imposée, je l'ai laissé partir. Alors, d'abord, Tabarly et sa carrière. Je ne vais rien vous apprendre, à ceux qui sortent ce plateau non plus, mais à beaucoup de gens qui regardent l'émission, je l'espère. En 1964, vous l'avez dans les souvenirs pour la première fois, un Français renverse la suprématie un peu incontournable des anglo-saxons lors de la transat en solitaire Plymouth-Newport, et il remporte une course à la voile en battant ces fameux anglo-saxons. Pour les Français, c'est un peu la découverte d'un sport qu'ils méconnaissaient plus ou moins, jusque-là d'ailleurs réservé essentiellement à des gens aisés, ou à des initiés, ou à des vrais marins du bord de mer. Pour Éric Tabarly, c'est presque un destin de héros national qui commence. C'est le début d'une carrière d'un navigateur que tout le monde s'accorde aujourd'hui à considérer comme un des grands navigateurs de ce siècle et comme un navigateur d'exception sur plusieurs points de vue. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, le reportage de Grégoire Degnaud. 1964. Un inconnu s'en va vers la gloire. Sa mère, inquiète, le suit du regard. Éric Tabarly va traverser l'Atlantique en solitaire sur Penwick 2. Ils sont 15 au départ. À l'époque, la voile est peu médiatisée. C'est après la course que Tabarly accepte une reconstitution de son exploit, un film de Marc Simenon. Si tu nous parlais un peu de toi, quel âge as-tu? J'ai 32 ans. Et tu navigues depuis combien? Oh, depuis toujours. Vraiment, au fond de toi, tu t'accordais combien de chances d'arriver le premier? Ah, j'avais bon espoir. Je ne saurais pas chiffrer, mais enfin, j'avais bien étudié mon coup quand même. À quoi tu passais ton temps, en gros, dans la journée? Bien, il y avait toute la manœuvre du bateau, la navigation, la cuisine, les repas, puis dormir. Et combien d'heures de navigation active? Les heures de navigation active, c'est ce qui n'est pas prévu le sommeil. Enfin, oui. Oui, je dormais dans les 5-6 heures par jour. Le vent souffle à combien là? Oh là, et force 7 à peu près. Oui, là, mon pilote automatique à cette vitesse-là se déréglait continuellement. Alors il a fallu que je reste veillé toute la nuit. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je mets le tangon pour mettre le spi. Tu étais le seul à avoir un spi, je crois. Oui. Tu avances à quelle vitesse là avec le spi? Oh, là, on doit avancer une dizaine de nœuds. Tu t'es attaché souvent comme ça? Non, une seule fois. Il faisait assez mauvais cette nuit-là et comme j'étais obligé de barrer.
Et là, tu es en train de faire quoi? J'envoie la chaise en tête de mât pour pouvoir grimper et aller m'asseoir dessus pour remettre en place la poulie de phoque qui était tombée. Et ce jour-là, il y avait beaucoup de vent? Non, il y avait très peu de vent, alors le bateau roulait pas mal, il était pas appuyé. C'est dangereux ce que tu fais là? Non, pas trop. Il suffit de bien se tenir. Et ce bateau, c'est quoi? C'est le bateau feu de Nantucket. C'est une marque de parcours. C'est-à-dire qu'on devait le laisser à tribord. C'était la seule marque de parcours qu'on avait. Et tu pensais le trouver là? Oui, ma position était exacte à 3-4 000 près. À quelle distance de Newport tu étais ce jour-là? J'étais environ 80 000. How many boats in the rest are high? One. How many boats in the rest are high? You're first. Oh. Okay. Bien, voici un flash spécial qui va nous présenter Jean-Paul Blanc. Eh bien, cette fois, pour Tabarly, c'est gagné. Le Penduic 2, le bateau du navigateur solitaire, a été repéré ce matin à quelques heures de marche de Newport. Ce sont des avions de reconnaissance américains qui ont transmis la nouvelle. Le yacht du Britannique Chichester est encore très loin derrière. Est-ce que vous attendiez à gagner cette course? Au départ, j'avais beaucoup d'espoir. En cours de route, j'ai à peu près perdu tout espoir quand j'ai cassé mon pilote automatique. Et ce matin, quand on vous a annoncé que vous avez gagné, vous avez été surpris vraiment? J'ai été assez surpris, oui. Comment ça s'est passé en tout, la traversée? En bonne dans l'ensemble. Pas de mauvais temps? Il y en a eu, bien sûr, il y en a toujours dans ces cas-là, mais enfin, il y en a eu plutôt moins que prévu et moins de vent de boue. Qu'est-ce qui vous a manqué le plus pendant cette traversée qui a tout de même duré 28 jours et 27 nuits, je crois? Oui, il m'a pas... J'ai pas manqué grand-chose, au fond. En 27 jours et 3 heures, Éric Tabarly passe de l'anonymat à la célébrité. Pourtant, un mois plus tôt, personne ne s'intéressait à cette course. Il a été repéré quelques jours avant l'arrivée, et François, qui avait un contrat avec lui, qu'il avait complètement oublié, puisqu'il n'avait même pas fait une photo ou une ligne sur le départ, même pas une ligne sur la course. D'un seul coup, on annonce un Français en tête, il regarde, ah ben c'est notre homme. Alors là, ils ont commencé à titrer, et puis à mesure qu'il approchait de l'arrivée, les titres augmentaient, et quand il est arrivé à Newport, il y avait les titres, c'était les mêmes titres, la même taille de caractère que pour annoncer la capitulation allemande en 1944. De retour en Europe, il est admiré, applaudi, même par les Anglais, jusqu'alors seul spécialiste de la course au large. C'est Lord Mountbatten, dernier vice-roi des Indes et chef d'état-major de la défense, qui lui remet le trophée du vainqueur. Je ne peux avoir que de l'admiration pour vos hautes qualités de marin, de navigateur, pour votre courage et votre persévérance. Je suis certain que tous les marins du monde vous saluent. Même le général de Gaulle succombe, le fait chevalier de la Légion d'honneur et le remercie à l'occasion du salon nautique. Je suis heureux de vous voir à la fin des fins et de vous féliciter de tout mon cœur. Merci, mon général. C'est magnifique, tout le monde a admiré ça et ça fait grand effet à tous les côtés. Merci beaucoup, mon Alors, je général. vous remercie pour tout le monde. Éric Tabarly apprécie le compliment, mais il ne pense déjà plus qu'à une seule chose, un nouveau bateau. Éric Tabarly, cette fois-ci, le Penduic 3 est à l'eau. Quels sont les avantages qu'il représente par rapport à Penduic 2? Ah bien, il est plus grand. Plus grand. Penduic 3 fait 18 mètres. Avec ce bateau, il fait ses débuts comme capitaine. Il va former un équipage de gagnants. Parmi eux, le père d'Éric, surnommé Babar, Gérard Petitpas, le fidèle, et déjà Olivier de Kersauzon. En 1967, ils vont tout rafler, le Fastnet, la Channel Race, Plymouth-La Rochelle, et même la fameuse Sydney Hobart en Australie. Penduic 3 est invincible. Aller toujours plus vite, c'est le but d'Éric Tabarly. En 68, il pense à un bateau révolutionnaire. Il aura 3 coques. C'est un trimaran. Avec Penduic 4, surnommé l'araignée des mers, il compte bien remporter une deuxième transat en solitaire. Son bateau est certainement le plus rapide, mais dès la première nuit en mer, une collision avec un cargo le contraint à l'abandon.
How disappointed are you? I'm a little disappointed, yes. Un peu déçu et les ennuis vont continuer. Pour construire cette bête de course, Tabarly fait appel à des sponsors. Mais une méconnaissance des règles fiscales va lui faire perdre son bateau. J'avais touché de l'argent pour le construire, de François, de Match et de Radio Luxembourg. À eux trois, ils payaient le bateau. Cet argent-là, il avait fait que transiter sur mon compte en banque. Et le percepteur, lui, m'a dit, on vous a donné de l'argent, c'est un revenu. Donc, en tant que célibataire, sur des sommes comme ça, j'avais plus qu'à revendre le bateau pour pouvoir payer mes impôts. Mais il en faut plus pour le décourager. En 69, il apprend qu'une course en solitaire va traverser le Pacifique entre San Francisco et Tokyo. Alors, il se fait construire un autre bateau, un monocoque, large, léger. Pendwick 5 a 10 ans d'avance sur ses concurrents. J'ai lu dans un journal de San Francisco que le Pendwick était une Ferrari et que les autres comparés étaient des Volkswagen. Qu'est-ce que vous en pensez? Certains concurrents, peut-être, sont des Volkswagen, mais pas tous. L'allemand, le bateau allemand, par exemple, est très bien. Combien de temps pensez-vous mettre pour traverser le Pacifique? Dépend des vents, bien sûr. Peut-être 45 jours. En moyenne, je pense qu'il faut compter sur 45 jours. 40 jours plus tard, Pendwick 5 arrive premier, grâce notamment à son système de ballast. Des réservoirs d'eau que le navigateur vide ou remplit pour stabiliser son bateau, c'est une première. Après l'Atlantique et le Pacifique, Tabarly rêve du Tour du Monde. La première édition aura lieu en 73. Il lui faut le meilleur bateau. Il construit Pendwick 6, un ketch de près de 23 mètres. On ne peut avoir que des premières impressions pour l'instant, mais je pense que ça a des chances d'être un bon bateau. Le 8 septembre 73, ils sont 17 au départ. Sur Pendwick 6, 14 aventuriers. Parmi eux, Bernard Rubinstein. Il a alors 27 ans, est professeur de mathématiques. Il s'embarque pour une véritable épopée. C'était, comme je l'explique, la première course autour du monde. Et vous êtes sur le bateau favori. Tabarly sur Pendwick 6, c'était le favori. Alors vous êtes petit équipier, c'est sûr que vous êtes ému, quoi. Puis il y avait une foule, j'ai rarement vu autant de bateaux pour un départ de course. Puis on partait faire le Cap Horn. Personne n'avait fait cette course-là en course sur de si grands bateaux et en équipage, quoi. Donc, puis vous étiez avec Tabarly. Malheureusement, Tabarly ne peut rien contre un vice de construction. Pendwick 6 démate 2 fois, le tour du monde est terminé. Ben voilà, le dématage, le mât est parti. Mauvais souvenir. Enfin, moi, c'était lors d'un changement de quart, donc j'étais pratiquement tout seul à la barre, on était au près, le bateau était assez dur à la barre, les autres étaient allés réveiller le quart montant, et puis tout s'écroule, quoi. Tout s'écroule, et le bateau, quand il a son gréement, il avance, il a des mouvements, et tout d'un coup, tout s'arrête. Le mât tombe, et le bateau se redresse, tout s'arrête. Regardez, c'est le radeau de la Méduse, là. Radeau de la Méduse, les deux tangons, on a l'artimon et les deux phoques, quoi. Mais alors, ce qui est marrant, c'est Eric, même sous le gréement de fortune, comme ça, il essayait d'aller le plus vite possible. Un nouveau mât, de nouveaux équipiers, et les courses s'enchaînent. En 76, Saint-Malo, Le Cap, Rio et enfin Plymouth, c'est le triangle de l'Atlantique. 5 mois à bord, sans se quitter. Tabarly et ses équipiers partagent tout, les coups durs comme les moments de détente. Une famille secrète. Ce jour-là, au milieu de nulle part, c'est l'anniversaire d'Éric Bourrice. Boubou, avec son bob et sa barbe rousse, va passer 10 ans de sa vie sur les océans aux côtés d'Éric Tabarly. Aujourd'hui, l'ancien coéquipier est devenu marin-pêcheur à Concarneau. 20 ans au passé, la compétition, la voile, s'est terminée, mais l'esprit de famille existe encore. Ah, il y avait un petit côté grand frère. Je ne dirais pas paternel, ce serait faux. Mais grand frère, puis on avait ce plaisir de le suivre, on avait ce plaisir de... C'est un gars
qui n'a jamais donné un ordre qu'il ne pouvait pas faire. Il n'a jamais envoyé, j'ai vu des marins connus qui avaient une petite tendance à prendre du cockpit, prendre un porte-voix et d'annoncer la couleur. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Eric était devant, toujours devant. Il en avait un plaisir à le suivre. Et il aimait bien les épreuves physiques. À cette époque-là, physiquement, ça marchait bien. Et c'est vrai que bon, on avait des jeux qui souvent étaient liés au physique, des envois de spi le plus vite possible. Enfin, il y avait quand même, puis c'était un très bon patron. Allez, allez. Toujours devant, à la manœuvre. Éric Tabarly déclenche des vocations et forme des skippers. Kersozon, Collat, Poupon, Lamazou et bien d'autres. En 1976, Éric Loiseau est à la barre. Il a la chance de faire son service militaire sur Pendwick 6. Moi, par exemple, je voulais vraiment faire du bateau par la suite et apprendre des choses. Donc, je crois que c'est pas très bien ce que je vais dire, mais je pense qu'Éric, c'était une mine et que, quelque part, dans mon esprit de jeune, il fallait que j'exploite cette mine. Donc, pour moi, les 3 ans que j'ai passé sur le bateau, j'ai essayé d'en apprendre le maximum. J'ai appris les épissures, recoudre les voiles, la navigation, observer un sextant, des tas de choses, une espèce d'encyclopédie vivante, quoi. Donc moi j'étais parti sur cette idée-là parce que je voulais, petit à petit, je me suis dit, ce serait vraiment génial de pouvoir faire comme Eric, c'est-à-dire de passer ma vie sur la mer. Nous sommes toujours en 76. Après l'Afrique du Sud, le triangle de l'Atlantique fait escale à Rio. L'équipage part en bordée. Tabarly, lui, n'a qu'une idée en tête, la transat en solitaire dans 3 mois. Alors, seul, il décide de s'entraîner à bord de Pendwick 6. En solitaire, la solitude n'est pas un problème. Au contraire, même moralement, je trouve que c'est très reposant d'être tout seul. Il n'y a pas de souci à se faire. Alors que quand on est avec tout un équipage, il faut au fond penser pour tout le monde. On se fait toujours un peu de soucis dans des manœuvres un peu scabreuses. On a toujours peur que quelqu'un se blesse, que quelqu'un passe par-dessus bord. Et tout ça, pour le skipper, ce sont des soucis constants. Tandis que quand on est tout seul, là, on ne se fait vraiment aucun souci. Juin 76, Tabarly est au départ de la transat anglaise. Il y a 125 bateaux, de toute taille, toute forme, et un favori, le 4-mâts de 72 mètres d'Alain Collat. De son côté, Tabarly intrigue avec son Pendwick 6, conçu pour la course en équipage, et qu'il va tenter de manœuvrer seul. C'est un grand bateau, Pendwick 6, et normalement vous avez un grand équipage. Est-ce possible qu'un homme seul peut naviguer avec ce bateau et naviguer vite? Oui, je crois que c'est tout à fait possible. La seule différence, c'est que les manœuvres me prendront beaucoup plus de temps que quand on les fait à 14 et aussi beaucoup plus de dépenses physiques. Dès le départ, Tabarly prend la tête devant Alain Collat avant de disparaître dans la tempête. Il en subira 5. Sans électricité, sans pilote automatique, il songe même à abandonner. Bon, t'es fatigué, t'es pas en état, tu vas te reposer 24 heures, et là tu prendras une décision saine. Tabarly tient bon, et le 29 juin au petit matin, alors qu'on est sans nouvelles de lui depuis des jours, à la surprise générale, il arrive premier à Newport. La presse l'attend, mais Éric Tabarly a une priorité, appeler sa mère pour la rassurer. 4 jours après le départ, plus de pilote. Donc j'ai tout fait pour inscrire sans pilote. Comme en 64. Cette deuxième victoire en solitaire dans la transat anglaise fait de lui, ce jour-là, un héros national. J'ai fait cap au sud-est pendant 24 heures, et puis bien reposé après en faisant de l'ouest. En 1980, c'est-à-dire 4 ans plus tard, Éric Tabarly se lance un autre défi. Il s'agit de battre la traversée de l'Atlantique sur le bateau Paul Ricard. Record de 12 jours, 4 heures, qui datait de 1905, rien que ça, détenu par le célèbre Charlie Barr, dont vous avez beaucoup entendu parler, dans Thalassa notamment. Et à bord de ce bateau, en 1980, il y a un certain monsieur Dominique Pipa, qui à l'époque était surtout journaliste, et qui a filmé cet exploit, et qui a obtenu que le commentaire en soit fait par Jean-Louis Trintignant. Un vrai moment de bonheur, regardez.
Ramenant le Paul Ricard en Europe, Tabarly tentera de battre le record de l'Atlantique. Le mot est lâché et surprendra tout le monde à notre retour en France. Éric, qui depuis des années refuse l'idée de record à la voile, accepte le défi. Faire marcher son bateau au maximum entre New York et le Cap Lizard. New York, le Cap Lizard. 5500 km d'océan en moins de 12 jours, 4 heures et 1 minute. « 21h43 10 secondes, heure de New York. Le top de départ nous a été donné hier soir par la douane américaine lorsque le Paul Ricard a passé le bateau Feu d'Ambrose. Officiellement, depuis quelques heures déjà, nous sommes dans le record. Il était 9h30 ce matin, lorsque le grand spi s'est abattu sur le pont. La fixation en tête du mât a cassé. Georges et Éric, étendus sur leur couchette, ont bondi pour essayer de le récupérer, mais un coup de vent l'a fait glisser sur le flotteur. Effort inutile. Les 260 mètres carrés partent en lambeaux. Il n'y a plus rien à faire. Il faudra l'abandonner. Depuis quelques heures, le Paul Ricard a changé de nom. Georges Calvet l'a surnommé l'Atlantic Express. Regardez bien le deuxième cadran en partant de la droite. L'aiguille du speedomètre se bloque à 18 nœuds. Les grands surfs dans les vagues de l'Atlantique commencent. Charlie Barr est à quelques dizaines de milles derrière nous. La course est lancée. Atlantique, il faut marcher à plus de 10 nœuds et demi de moyenne sur 3000 milles. C'est dans une régate qui réunissait les plus grands bateaux de l'époque et dont le départ fut donné le 17 mai 1905 que la goélette Atlantique devait établir le record officiel de la traversée, 12 jours, 4 heures, 1 minute. Après quelques tours au phoque en rouleur pour réduire le génois, on prend 2 ris dans la grand voile. Le vent souffle en rafale et rend la manœuvre difficile. Ce matin, Éric Bourris, à la barre, a dû éviter un énorme tronc d'arbre. C'est la seule chose que Tabarly redoute. La rencontre d'une épave quand le bateau est en glissade à 20 nœuds dans le creux des vagues. Mais après 8 jours de course, Paul Ricard a plus de 600 milles d'avance sur Atlantique. « 300 mètres carrés de voilure sur la goélette, 210 mètres carrés sur le trimaran. Depuis le départ de New York, le Paul Ricard profite des vents portants. Aujourd'hui, il va parcourir 363 milles en 24 heures, 20 nœuds de moyenne pendant 3 heures. De stéréo avec ses 2 flotteurs, le son devient quadriphonique.
quelques dizaines d'heures de l'arrivée au Cap Lizard, Charlie Barr est toujours le skipper le plus rapide de l'Atlantique Nord. Il a bien failli le rester. L'étrave s'est enfoncée. La vague a projeté Eric et Georges sous la poutre. Eric nous avouera quelques minutes plus tard que repêcher un homme à la mer sous cette allure et par cette houle est quasiment impossible. Ultime avertissement d'un océan, jusque-là complice. Deux hommes parmi tous ces invités qui sont proches de la famille Tabarly et surtout d'Éric Tabarly nous manquent maintenant. On aimerait bien les entendre. Il s'agit du vieux compagnon qui est M. Gérard Petitpas. Vous avez commencé en 1960 avec Éric? Dans ces années-là, oui. À naviguer en course en 65. Ouais. Et puis Olivier de Kersauzon qui a été équipier. Vous avez commencé à naviguer avec Tabarly? 67 qui ont mon service militaire. Et c'est avec lui que vous avez commencé à naviguer sérieusement en course? Non, avant je crois avec Vanek. Vanek, ouais, c'est ça. Alors moi j'ai une question à vous poser à tous les deux, un peu indifféremment. Si l'on considère que Tabarly est probablement un des marins les plus importants de ce siècle, sans doute pas le seul, il faut être juste, qu'est-ce qu'il a apporté de si original? Quelle qualité spécifique avait-il pour battre les records qu'il a battus, en dehors du fait que c'était aussi un inventeur, on y reviendra tout à l'heure, c'est-à-dire au fond une sorte d'innovateur, d'architecte de bateau. Mais sur ses qualités pour battre les records, qu'est-ce que vous pensez, Gérard? Moi, je pense que c'était d'abord un homme de mer complet, quelqu'un qui aimait la mer et les bateaux et qui, participant à la conception de ces bateaux et à la construction de ces bateaux, il les connaissait jusqu'au bout des ongles et il savait les mener au maximum. D'autre part, c'était quelqu'un qui avait une telle expérience qu'il osait des choses que les autres n'osaient pas. On a certainement été sur les Pendwick les premiers à porter le spi jusqu'à 45 nœuds ou à faire des manœuvres que les autres n'auraient jamais tenté de faire. C'est pour ça que Eric nous a emmenés à la victoire, aussi bien sur le 2 que sur le 3. Ouais. Et quand on est équipier de cet homme, ça ne parle pas beaucoup, chacun est à son poste. De toute façon, en mer, on ne peut pas beaucoup parler, on ne crie pas, tout fonctionne. Comment ça fonctionnait? Simple, hein. Naturellement. Il n'y avait pas de... Il disait, bon, ben, on va manœuvrer. Bah, nous, on pressentait qu'il fallait manœuvrer aussi, donc il n'y avait pas besoin de donner d'ordre. Mais en mer, Eric était très agréable à naviguer, parce qu'en mer, Eric était heureux. Il était toujours content de naviguer. Donc ça crée une atmosphère formidable, parce qu'à terre, il n'était pas marrant tous les jours, mais sauf qu'en mer, il avait une espèce de bonheur qui sort de lui, de lumière, de joie de naviguer, quoi, qui faisait que les heures de mer avec Eric étaient quelque chose d'extraordinaire. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en garde. Ouais. D'après vous, quelle a été la victoire dont Tabarly a été le plus content, la plus belle victoire? Je vais peut-être vous demander, Mme Tabarly, vous-même. 76. 76. Pourquoi? Je ne suis pas marin, donc je ne vais peut-être pas dire des choses justes, mais je crois que ça avait été une course très très dure, avec 5 dépressions. Ouais. Et puis ça avait été aussi une victoire sur lui-même, parce qu'il avait pensé un moment abandonner, et il s'est repris, et il est reparti. C'était une course très très dure. En plus, c'était un bateau quand même qui était mené par 14 gars d'habitude. Et vous vous rendez compte ce que c'est de mener un bateau comme ça avec tout seul. C'était extraordinaire. Le matériel qu'on voit là, quand je regardais les images qui sont vraiment sympas, parce que les plans sont assez longs, on voit des images, on voit le bateau dans la mer. Les winches, tout ça, c'est dérisoire. C'est des bateaux où il y avait la force physique qui était assistée par du matériel qu'aujourd'hui on considérait comme tout à fait déficient et qui cassait. Donc c'est des bateaux vraiment physiques. Hein, c'est un tout petit bateau par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui pour le Ricard. On voit le bateau, c'est lourd, c'est maladroit, mais c'est des bateaux très durs à amener, où il faut une force physique colossale, et c'est pas les 3 winches qu'il y a dessus qui permettent de donner une aide réelle physiquement. Le sentiment qu'on a, et dans le film de Pipa d'ailleurs, que je veux remercier parce que c'est très beau, on a le sentiment d'être à bord. D'abord, premièrement, la vitesse est quand même très étonnante. Le bruit de la mer, pour ceux qui n'ont pas navigué, ça ressemble vraiment à ce qu'on entend sur un bateau, et on a l'impression qu'il tire toujours les risques au maximum. Quelles étaient les limites? Parce que c'était pas un inconscient, cet homme-là. Non, mais il fallait que ça marche, parce que c'était fait pour marcher. Donc l'équation est très simple. On éclatait de la voilure qui lui coûtait 4 mois de solde. Il disait, ah bon, ça n'aurait pas dû casser. Ça n'aurait pas dû casser. C'est qu'il n'était pas solide. Voilà. C'était ça la grande expression derrière. Ça n'aurait pas dû casser. Ça n'aurait pas dû casser. Oui. Je vais demander à Daniel Charles, qui lui est un historien, auteur d'un ouvrage que vous verrez en référence à la fin de cette émission, tout à fait remarquable, spécialisé dans l'histoire de la plaisance.
Pourquoi, selon votre propre expression, Tabarly était-il un personnage historique? Lorsque un inconnu qui s'appelle Éric Tabarly gagne une course également inconnue, qui s'appelle pas encore la Transat, en 64, la France est, en termes de plaisance, au même niveau que l'Italie. La saison 64-65, on vend 75% de bateaux habitables en plus en France. En 68, les Français sont devenus les Japonais de la plaisance. Il a eu un impact absolument colossal sur l'image de la plaisance française. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mêlé à la fois la course et l'aventure. Ça a été très important pour l'image générale du sport, mais pas au-delà de la France. Une chose, Madame Tabarly, je me demandais tout à l'heure en regardant les images, vous aviez déjà mis les pieds sur un bateau avant de rencontrer cet homme? C'est parce que j'aimais les bateaux et la mer que j'étais fascinée par cet homme également. On parlait d'innovation. Une petite anecdote, vous avez vu la brume de mer, les vagues. Le barreur ne pouvait pas voir avec tous ces embruns. Alors il avait conçu un casque, c'était un casque de moto. Il avait acheté un deuxième casque, donc il avait pris la visière, et il avait fabriqué une espèce de visière à chicane, si bien que l'air passait, mais pas les embruns. J'ai toujours ce casque. Il est breveté, il est en circulation quelque part. Je lui ai demandé de le breveter. Parce que dans le brouillard qu'on a en ce moment, ça pourrait nous servir, là. Non. Je vais demander à un vieux camarade, si vous me permettez, amiral, de vous traiter de cette manière. Vous étiez des vieux copains de l'école navale, condisciple d'Éric Tabarly à Naval Promotion 58. Vous avez été commandant de sous-marin durant 25 ans. Finalement, des deux, lequel a bien tourné? Parce que vous êtes amiral de la Marine nationale, lui, il a fait une carrière de plaisancier et d'innovateur extraordinaire. Vous l'enviez pas un peu? Vous étiez ensemble dans les dortoirs Je l'envie, bien entendu, je l'envie par certains côtés, parce que vous avez oublié de dire que j'aime aussi la plaisance, qui est, je dirais, ma deuxième vie maritime. Je l'envie de ce point de vue-là, sans aucun doute. Mais qu'est-ce que vous voulez faire contre un individu qui est musclé 4 fois comme vous, qui a dans la tête, de façon extrêmement précise, vous avez dit vous-même, tout ce qu'il va concevoir quelques années après, et qui représente la synthèse la plus complète de ce qu'on peut imaginer comme marin pour la plaisance. On ne lui demandait pas de commander un porte-avions, mais il était vraiment parfaitement à sa place, mieux que les autres, dans son temps, sur des bateaux à voile. Alors, je dis de vous, amiral Foillard, que M. Tabarly n'était pas un voileux poète. Je n'ai pas bien compris l'expression. Un voileux poète. Je crois qu'il a dit, ça sera bref, mais je crois qu'il a dit, je m'en souviens d'une interview où on lui demandait pourquoi, à quoi il pensait quand il était sur la mer, est-ce qu'il se prenait pour un Chateaubriand, etc. Il a dit, mais la mer c'est un élément liquide sur lequel j'essaye d'aller le plus vite possible, mais vous savez, là il n'y a pas de poésie particulière à chaque vague. Il a répondu mieux que moi, là. Alors, puisque vous lancez le sujet de son expression et de sa parole, avant d'entendre d'autres invités de cette émission, je voudrais vous proposer de regarder un peu comment Éric Tabarly s'est comporté, notamment devant les médias, à qui il en a joué de bien bonnes, mais dont il avait un petit peu besoin. Gérard Petitpas, il faut quand même bien dire, c'était une alliance objective, comme on aurait dit dans la... Je ne pense pas qu'il y avait d'alliance avec les médias. D'ailleurs, il y a un de vos confrères qui me disait un jour, c'est extraordinaire, c'est que Éric est certainement le seul grand sportif qui ne soit jamais allé vers les médias. Les médias venaient, à ce moment-là, il les accueillait bien, parce que c'était un officier de marine bien élevé, et il les accueillait, il était même dissert avec certains. Ce qu'il ne supportait pas, c'est certaines questions qui étaient un peu... Qui comportaient des réponses. Qui comportaient des réponses, ou bien qui n'étaient pas appropriées. Bon, alors je propose qu'on regarde ça. Tabarly et la parole. Ce rapide aperçu de Jean-François Gringoire et de Bruno Carrette, après quoi la parole sera à Madame Tabarly. Après le général de Gaulle et bien avant les champions du monde, Éric Tabarly fait venir à lui des dizaines de milliers de Français sur les Champs-Élysées. Le grand solitaire vient de gagner la Transat 76. Alors, enfants, adultes, presse écrite, radio, télévision, chacun veut sa part du héros. Jusqu'au dossier de l'écran, consacré exceptionnellement au phénomène national. On n'est pas obligé. Lui, le phénomène national, cette agitation, c'est ce qu'il préfère le moins. Par exemple, cette remontée sur les Champs-Élysées, cette remontée et cette descente. Et oui. Dans un sens, c'était sympathique, parce que je sentais que c'était spontané et tout ça. Enfin, moi qui aime mieux passer un peu inaperçu, j'étais pas... C'est un peu une épreuve pour vous d'être là avec nous? Non, on va parler bateau beaucoup, hein, ce oui, soir. Oui, c'est ça.
Parler bateau, moi j'aime bien. On va parler de la mer, on va parler... Et l'on découvre ce soir-là un Tabarly inédit qui, tout en parlant bateau, révèle que lui, ce champion si solide, a connu le doute au point d'avoir voulu abandonner après la rupture de son pilote automatique. Là j'ai eu même un instant de découragement, enfin plus qu'un instant. J'ai un peu failli abandonner. Enfin j'ai pas voulu prendre une décision définitive tout de suite. Comme j'étais pas en bonne forme physique, là j'avais eu une très mauvaise nuit, à la barre presque tout le temps, sous les paquets de mer, donc j'étais vraiment en transit froid, bien fatigué. Je me suis dit, t'es pas en état pour prendre une décision saine dans un cas pareil. Et alors là, vous avez changé d'avis? Oui, bien reposé, je me suis dit, bah non, voilà, je vais continuer. J'étais même assez en colère contre moi d'avoir perdu tout ce chemin. Et je crois que vous et moi... Alain Jérôme, lui aussi, a battu un record. Une soirée entière en tête-à-tête avec Éric Tabarly devant les caméras. En tout cas, on a tué une légende. On a tué celle du Tabarly taciturne, muet, ne répondant pas aux questions. Vous avez fait allègrement, tout seul, 3 heures d'antenne en direct à la télévision. C'est important. C'est aussi ça une première, je crois. Une première et une dernière. Car l'homme goûte modérément à l'exercice télévisuel. 5 ans plus tard, le journaliste Julien Besançon est reçu dans l'antre du Grand Marin pour un documentaire et il se risque sur un terrain plus philosophique. Des très beaux spectacles. Qu'est-ce que vous voulez prouver parfois? Vous surpassez ou prouver quelque chose tout court? Se surpasser, j'ai jamais bien compris ce que ça voulait dire, se surpasser soi-même, parce que finalement, on peut jamais faire que les choses qu'on est capable de faire. Oui. Est-ce que vous n'évitez pas là une réponse, sans employer de grands mots? On a tous un peu une part métaphysique. Ça y est, j'ai employé le grand mot. Non, la métaphysique, moi, je crois pas. Éric Tabarly n'est pas un individu métaphysique. Je crois pas. Il n'y a pas le temps. Le silence devient réponse et les sentiments restent enfouis, bien à l'abri. 4 ans plus tard, l'homme qui ne brode pas prend sa retraite de la Marine nationale. François Cornet d'Antenne 2 espère bien recueillir en ce jour historique la phrase pour son reportage. On vous cite souvent en exemple, vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, vous avez gagné de nombreuses courses. Quel serait aujourd'hui, alors que vous quittez la Marine nationale, que vous partez entre guillemets à la retraite, votre message aux jeunes? Oh, les messages, moi. Non, pas vous couperez là. Ça reste difficile. Décidément, Éric Tabarly n'est pas venu sur Terre pour distribuer la bonne parole. Mais invité à Bouillon de Culture il y a 1 an et demi, passage obligé pour son dernier livre, Éric Tabarly répond dans la bonne humeur à la sempiternelle question sur son aversion pour les communications radio. Moi, ce que j'aime pas surtout, c'est d'être obligé de communiquer. Or, Ah bon? Les radios, moi j'avais bien marqué. Donc c'est la balise Argos. Bon, la balise Argos, elle envoie son point régulièrement, tout ça. Mais prendre un micro, là, et puis appeler à terre, alors ça, j'aime pas. Je veux dire, vous êtes vraiment l'homme le plus sympathique que j'ai jamais rencontré. Vraiment, parce que vraiment, il y a une émission qui dit ce que j'aime pas, c'est communiquer. Et on voit bien que... On voit bien qu'ils préfériez être tellement sur la mer ou au bord de la mer plutôt qu'être ici, mais... Non, là, on passe un bon moment. Mais on passe un bon moment, c'est sympa, ouais. Un vrai bon moment version Tabarly, c'est plutôt ça. Lui, la mer et Penduic. Même si cette fois la caméra n'est pas loin. Cette journée en mer est un peu spéciale. Éric a face à lui un réalisateur qui va gentiment s'acharner à lui faire vanter les bienfaits d'un produit breton. 1 sur 5, deuxième. Action et action. Éric, Oui, quelle sardine préférez-vous? connétable, c'est le meilleur de la mer. Très grave. On le refait tout de suite. Attention. 1 sur 6, troisième. Cadré. Attention et action. Donc Éric, Oui, quelle sardine préférez-vous? connétable, c'est le meilleur de la mer.
Éric a dit oui à cette entreprise de Douarnenez parce qu'elle est 100% bretonne. Édouard Paulet, l'un de ses dirigeants, est un marin dans l'âme. Il était à bord de Penduic et il se souvient du professionnalisme de sa vedette pendant ce tournage fastidieux. On a dû en faire au moins 50 prises. Ça parce que il n'avait pas le sourire qu'il fallait. Alors on disait Éric, un sourire, souriez Éric. Bon, il souriait. Ensuite, la boîte, il la mettait pas à la bonne hauteur, et puis même une fois, il l'a même mis à l'envers. Donc, tout était parfait, sauf la boîte était à l'envers. Donc, il a encore recommencé, et ça a duré pas mal de temps, oui. Non, il jouait le jeu à fond. Je lui ai demandé si c'était pas trop dur, et il m'a dit je suis sur Penduic, je suis dans les Guénans, il fait beau, c'est génial. Non, il était très détendu. Monsieur Tabarly, s'il vous plaît. Éric, oui. Vous qui adorez les sardines, vous choisissez lesquelles? Connétable, c'est le meilleur de la mer. Comment ce marin silencieux a-t-il pu instruire une génération de grands navigateurs sans être un adepte du cours de voile magistral? Le voici en 1981, face au Cap Horn, pendant la course autour du monde. Éric a 50 ans, chaque membre de son jeune équipage pourrait être son fils. Il parle peu, mais il a un avantage, on écoute tout ce qu'il dit. Et lorsque la mer se déchaîne, il est le guide, celui que l'on regarde faire. Il est aussi celui qui va donner de la voix, rarement, mais quand il faut, pour remettre le disciple dans le droit chemin. Le disciple a 22 ans et il s'appelle Jean Le Cam. Depuis, le jeune Le Cam a grandi pour devenir l'un des meilleurs navigateurs français. Double vainqueur de la Solitaire du Figaro, recordman de l'Atlantique, entre autres titres. Jean Le Cam a longtemps navigué avec le maître. Breton lui aussi, le mode de communication façon Tabarly lui convient parfaitement. C'était une personne qui communiquait, qui parlait pas pour ne rien dire. Quand on a toujours quelque chose à faire, on parle pas beaucoup. Hein. On parle en fait quand on n'a pas grand chose à faire. En général. Non? Je sais pas. C'est dans les salons où on parle, non? Sinon on parle efficace, hein. Au moins il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de blablabla, et puis il y a la communication avec les mots, et puis il n'y a pas que les mots hein, pour communiquer. Ça se confirme, à bord, la communication est un outil précieux qu'Éric Tabarly n'utilise qu'à bon escient. D'ailleurs, un coéquipier de Jean Le Cam doit s'en souvenir encore. Le gars avait un tournevis pour ouvrir un mousqueton, et il avait le câble qui lui passait vraiment là, et s'il ouvrait le mousqueton, le gars il était coupé en deux. On était en l'arc sous spi, donc il prenait le câble avec la tension du câble. Il avait peu de chance de s'en sortir. Et le gars, on l'a vu avec le tournevis, et Éric, à ce moment-là, il a gueulé, mais il a gueulé tellement fort que le gars était paralysé dans son mouvement, parce qu'à 2 secondes près, c'était fini. Et ben, ça, c'est de la communication, parce que le gars, il vit encore aujourd'hui. A-t-on un jour entendu parler de cette histoire sur les rivages de Noirmoutier qu'Éric Tabarly a déjà croisé avec son vieux Penduic? En tout cas, il y a sur cette île vendéenne 2 petits personnages qui ont rêvé de naviguer avec le célèbre marin. Alors un jour, ils ont pris leurs plumes pour pouvoir goûter eux aussi à ce privilège. Cher Éric Tabarly, bonjour, je m'appelle Baptiste. Je t'écris cette lettre pour que tu reviennes à Noirmoutier avec Penduic. Je suis un passionné de voile et moi et mon copain Rémi, on fait équipe à Hobby 13. On aimerait bien monter sur ton bateau et naviguer un peu avec toi. Je te donne mon numéro de téléphone et mon adresse. Salut, à bientôt, Baptiste. 2 mois passent, puis un matin, cette lettre, c'est d'accord pour l'embarquement. Signé Éric Tabarly. J'étais étonné, surtout quand il dit c'est bien volontiers que je vous embarquerai à bord de Penduic pour une journée. Il aurait pu nous écrire du style je suis désolé, je ne pourrais pas venir, je ne pourrais pas vous embarquer, j'ai pas de place. Voilà. Mais il nous a écrit, pour nous dire qu'il allait nous emmener. Mais on n'était pas encore sûr d'y aller. Peut-être qu'il sera. On disait peut-être qu'il va venir, mais qu'il se rappellera plus de nous. Mais quand il est venu, il nous a bien embarqué. Il y a 2 ans, on était là,
Et il y a Éric Tabarly qui nous attendait au bout du ponton. Ce matin d'août 96, Rémi et Baptiste rencontrent Éric Tabarly et passent une journée entière à bord du Penduic, venu participer aux régates du Bois de la Chaise. On était tout timide, puis ils essayaient de nous mettre en confiance. On le regardait, on le regardait attentivement pour voir tout ce qu'il faisait. Rien que de le voir, ça apprenait beaucoup de choses. Quoi. Il nous a fait barrer un petit peu. Ouais, en y allant, on a barré un peu le Penduic. C'était assez impressionnant. Pour nous, là, c'était super bizarre. Ouais, ça, il n'a pas beaucoup parlé avec Tabarly parce qu'il était à la barre, il ne parlait plus. On parlait beaucoup, on posait des questions, et au bout d'un moment, à la fin, quand on est rentré, il a dit aux parents, c'est la première fois que j'ai emmené 2 transistors à bord. Voilà. Rémi et Baptiste, 2 sacrés vénards. Pour tous les autres qui n'embarqueront jamais sur Penduic, mais qui aiment la mer et les bateaux, Éric Tabarly avait un projet de documentaire sur les grandes aventures maritimes. Sur le quai Quédon, en face du... L'illustration sonore, il s'en charge. C'est lui qui chante. Nous sommes sur le Sidov, navire-école russe, plus vieux qu'Apornier du monde. Et pour ce tournage, Éric était même prêt à se réconcilier avec la caméra et à faire ses grands débuts de présentateur télé. C'est quand vous voulez, Éric, c'est bon? Je vous propose d'embarquer pour une série qui vous fera découvrir l'histoire... Ouais, non, j'ai plus qu'à recommencer. Ah ouais, mais moi, pour être vendeur, moi, alors... Imagine que tu es en train de vendre ta bagnole. Ouais, j'ai jamais rien vendu de ma vie. Je vous propose d'embarquer pour une série qui vous fera découvrir l'histoire de bateaux exceptionnels que j'ai choisis pour vous, navires de guerre, de commerce, de pêche ou de plaisance. À bientôt. Allô, sur le quai Quédon, en face du petit pont, chantez la chanson, le L'image qu'on a de cet homme qui, en gros, n'envisage pas de parler pour ne rien dire, ce qui est après tout plutôt un signe de bonne santé, fait qu'on pense que c'est un homme taciturne, mais c'est pas vrai du tout. En réalité, il était très bavard quand il était en cercle d'amis, de copains, et c'est bien ça? Oui, quand il était en confiance, quand l'auditoire n'était pas trop nombreux, quand on était à table tout simplement tous les deux, quand Olivier nous faisait la surprise de sa visite parce qu'il savait que j'avais fait quelque chose qui lui plaisait et qu'il arrivait presque à l'improviste. À la cuisine, vous voulez dire? À la cuisine. Ouais, d'accord. Alors, oui, Éric était disert et bavard, il racontait très très bien. C'était très bon conteur. Olivier? Non, mais je crois aussi qu'il y a une chose qui n'est pas notée, c'est que Éric se retrouvait après une transat en solo, en n'ayant parlé à personne durant 20 jours, avec une radio qui ne marchait pas. Il fallait brutalement se mettre à parler. Je crois que c'était un exercice horrible et très difficile à faire. C'est de là qu'est née la légende. En plus, les journalistes n'ont pas toujours tous les talents. Avec Éric, il faut lui poser des questions sur les choses qui l'intéressent. Il ne faut pas lui parler de « alors, qu'est-ce que vous avez mangé durant la traversée ?» Éric, j'en ai rien à foutre. Ce qui l'intéressait, c'était la qualité de compétition qu'il avait fait ou la qualité de course. Donc Éric, il était capable de s'exprimer mieux que tout le monde, et très longtemps, et de façon très disserte et précise sur les domaines maritimes qu'il connaissait mieux que personne, mais interrogé par un ignorant, il ne pouvait rien dire. Gérard, vous faites qu'il n'était pas du tout taciturne, c'est une fausse légende. Pas du tout. Mais ça a changé au fil des ans. C'est vrai que quand on a commencé à naviguer dans les années 60, Éric parlait quand même pas beaucoup. Et puis il y a eu un déclic qui correspond, je ne sais pas s'il y a une liaison de cause à effet, à l'embarquement d'Olivier à bord en 67. Il y a un rapport de cause à effet? Je pense, oui. Parce que Olivier n'est pas connu pour être taciturne, en tout cas pas tout le temps. Non, justement, alors il parlait bien sûr beaucoup plus que tous les autres. Non, mais à la mer, on ne parle pas beaucoup, mais à terre, ou quand on débarquait ou quand on n'était pas en manœuvre, la vie était tellement belle que moi j'avais toujours envie que c'était trop beau ce qu'on faisait, donc on avait toujours envie d'en faire plus. Donc c'est vrai, commencer à se marrer un petit peu. C'est vrai qu'Éric, on lui a raconté des choses qu'il n'avait jamais entendues. Il vivait dans un milieu d'officiers de marine, donc c'était un grand collégien. Et il est tombé avec nous, et nous on était sur des potages.
Ouais, on était plus durs, on n'était pas vraiment des grands collégiens. Donc, ça lui a ouvert l'esprit, vraisemblablement. Ouais. À propos de potage, d'ailleurs, en voici un autre, monsieur Jean-François Lemoine. Vous êtes un ancien lanterne des hôpitaux, Chinon, c'est ça? Ouais, Chinon. Vous n'aviez jamais mis les pieds sur un bateau, et tout d'un coup, vous naviguez avec Tabarly. Comment vous y êtes pris? J'ai embarqué par retour du courrier, Par quoi? et sans avoir fait de bateau. J'ai envoyé une lettre, je m'ennuyais. Vous savez, Chinon, c'est plutôt... le liquide de référence, c'est pas tellement l'eau salée, là-bas. Et j'avais jamais fait de bateau, mais je savais intuitivement, après avoir lu une trentaine de livres, que ça me plaisait. Donc j'ai envoyé une lettre, et j'étais en train de faire la visite, puisque j'étais interne là-bas, et la surveillante m'a dit, il y a monsieur Petitpas, c'était le lendemain d'après avoir envoyé ma lettre, monsieur Petitpas au téléphone. Et donc j'y suis allé, j'en ai parlé à personne, donc j'étais persuadé que c'était pas un gag, mais enfin quand même. Et puis on m'a dit, il faut que vous soyez à Paris cet après-midi. Donc j'ai pris le train, et puis je me suis retrouvé au bout du quai, il y avait Eric qui m'attendait pour aller signer un contrat. J'ai appris après pourquoi il avait besoin de moi, c'est qu'il avait besoin d'un médecin pour signer un contrat, il avait besoin d'un médecin à bord. Donc je me suis retrouvé à la gare d'Austerlitz 6 heures après. Eric m'a dit, t'as déjà fait du grand bateau? Il m'a demandé du grand bateau. Donc je lui ai répondu non, je n'en avais pas fait ni du petit ni du grand, mais du grand non. Il m'a dit, personne n'en a jamais fait du grand. Alors je pensais qu'on allait se retrouver pour s'entraîner, et puis il m'a dit, rendez-vous au mois d'octobre à Saint-Malo pour faire Saint-Malo-Cape Town. Carrément. Et donc, je me suis inscrit en école de voile, mais j'ai pas appris grand-chose. Je savais qu'un mois. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que ça aurait pu être l'enfer, parce qu'effectivement, c'était pas très sérieux de ma part. Et tout ce que dit Olivier, c'est vrai, quoi. C'est que ce qui se passe en bateau avec lui, c'est extraordinaire. Alors, avec les 13 autres membres d'équipage, ça faisait 14, il y a eu aussi d'étonnantes discussions à bord. Racontez-moi un peu ce que vous racontiez. On parlait tout. Justement, on parlait tout à l'heure du fait qu'il n'était pas bavard. C'est pas vrai. J'avais une couchette juste à côté du carré. Il y a certains soirs, je ne pouvais pas m'endormir. En particulier, je fais une discussion sur l'utilité du chien. Donc, l'utilité du chien à bord, c'est ça? Oui, non, d'un chien en général. Il disait, dans la vie. Un chien, à quoi ça sert? Si on n'avait pas, la campagne serait plus calme. C'est pour ça qu'après, quand je l'ai revu à la maison avec ses chiens, on a repris une discussion. Mais si vous voulez, je me suis retrouvé, il y a quelques pompons dans les questions qui sont posées. Il faut dire que les journalistes n'ont pas toujours tellement aidé Eric à raconter sa vie. Moi, je me suis retrouvé la première fois, mon premier contact avec lui, il m'a emmené, parce que je passais par là, juste la veille du départ, pour faire ce que Daniel appellerait à faire un ourlet sur le SPI. On s'est retrouvé pendant 1 heure à passer, comme vous savez, quand on change une ficelle sur un caleçon, il fallait le faire sur 300 mètres. Et je ne savais pas quoi lui dire. Il m'a regardé à la fin, il m'a dit, non, t'es pas bavard, toi. J'ai dit, moi non plus, oui. Enfin, et en fin de compte, c'était le début d'une grande conversation. Alors, je voudrais demander à Gérard Petitpas de nous raconter comment il a pu échapper une première fois au général de Gaulle et également au duc d'Édimbourg, qui, l'un et l'autre, voulaient l'honorer. Mais ça n'a pas marché du premier coup. Non, le général de Gaulle, ça date de 1967. C'est l'époque où Pendwick III était en fin de construction au chantier La Perrière à Lorient, et c'était la mise à l'eau. Et Eric reçoit de l'Élysée une missive du président de la République l'invitant à déjeuner. Et pas de chance, c'était juste le jour où Pendwick pouvait être mis à l'eau. Et c'est une question de marée, on ne pouvait pas changer, le faire 24 heures avant ou 24 heures après. Donc il a répondu directement à l'Élysée, ce qu'il n'aurait peut-être pas dû faire, ça pourrait demander à l'amiral, mais enfin bref. Donc il a répondu directement au président de la République en lui disant qu'il était désolé, mais pour une raison de marée, il ne pourrait pas se rendre à son invitation à l'Élysée. J'imagine la tête du protocole de l'Élysée. Après, oui, il y a eu des petits... Rue Royale, ça a un peu bougé quand même, et Eric a été convoqué à Rue Royale, et il a expliqué qu'il y avait effectivement une question de marée, et les officiers de marine ont quand même compris qu'effectivement, on ne pouvait pas mettre Pendwick à l'eau un autre jour. Oui, et il y a eu une deuxième invitation. Voilà, tout le monde a dit, c'est terminé Tabarly, il n'aura plus le droit à rien. Et quelques mois plus tard, puisque c'était en septembre, après la saison de course en Angleterre, Eric a reçu une nouvelle invitation du général qui avait mis une petite note dans la marge en disant « J'espère que cette fois, il n'y aura pas de problème de marée ». Et Eric a donc pu aller déjeuner à l'Élysée. Je voudrais vous demander, monsieur Roger Le Bohec, créateur et président de l'association Grand Largue, parrainée par Eric Tabarly, que vous allez continuer à protéger, madame Tabarly? Bien sûr. Bien sûr, ça fait 10 ans qu'Éric travaille avec Roger Le Bohec et il n'est pas question d'abandonner parce que ça fait partie de toutes ces petites choses méconnues, mais qu'il aimait faire. Jardin secret qu'il trouvait utile, oui. Qu'est-ce que ça apporte aux enfants, la mer, le bateau? Mais la mer est source de vie et elle apprend la vie. Et aux enfants qui ont des difficultés,
davantage encore. Davantage encore, elle les met face à eux-mêmes, ils sont face à quelque chose qu'il faut qu'ils maîtrisent. Ça veut dire d'abord se maîtriser soi, maîtriser sa peur, et aller vers le reste. Jacqueline, vous avez souhaité la présence de M. Le Bohec dans cette émission, qui est le président et le créateur de cette association, Grand Largue. Dites-moi comment les jeunes se comportent à bord, et très sérieusement, pour ceux qui sont soit en difficulté, ceux qui ont été très maltraités, et tout le monde comprendra l'épaisseur de ce que je veux dire, en quoi le bateau les libère, les responsabilise. Racontez-moi ça. Il y a, dans un premier temps, il y a toute la découverte. La découverte du bateau, la découverte de la mer, mais je crois qu'il y a aussi la découverte des marins, enfin des propriétaires de bateaux. Le principe de notre association, c'est effectivement que les propriétaires de bateaux acceptent gracieusement d'embarquer les jeunes qui ne pourraient pas naviguer autrement. Et d'ailleurs, je crois que c'est le premier contact que j'avais eu avec Eric quand je lui avais demandé de parrainer l'opération, à cette époque d'ailleurs c'était dans le cadre d'un établissement spécialisé, il avait répondu immédiatement en disant que justement ce qui lui plaisait dans ce qu'on proposait c'était cet aspect-là. Comment les gamins se comportaient avec lui? La première fois qu'il a embarqué des jeunes sur Penduic, c'était à partir de Pornichet, un week-end où nous n'avons pas pu naviguer. En fait, nous n'avons pas pu partir à Edic à cause du mauvais temps. Et d'ailleurs, Eric était des fervents partisans pour qu'on ne parte pas, donc passer la nuit en mer. Et le lendemain, par contre, il a passé toute la journée à naviguer, à faire embarquer à tour de rôle les jeunes qui n'avaient pas pu naviguer le samedi. Donc on a navigué dans la baie de Pornichet et je crois qu'il était vraiment très réceptif. Vous avez participé, Monsieur Lebon, Yannick, à l'opération Grand Largue. Je veux dire, si vous me permettez de parler de votre situation personnelle ou vous préférez pas? Pour ce qu'il y a raconté... Famille d'accueil de 5 à 16 ans, ensuite confiée par la DAS à un foyer, et aujourd'hui un vrai métier, peintre en carrosserie de voiture, voilà. Et visiblement passionné de bateau. Aussi. Vous n'aviez jamais mis les pieds sur un bateau auparavant. Je veux savoir, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre vie d'adolescence, le bateau? Changer d'air, la découverte du bateau, quoi. Et puis la sensation de vitesse, et puis des pulsations de tout ça, quoi. La sensation d'être responsable? Voilà, ouais. Puis avoir, tout le monde a son rôle sur le bateau, donc tout le monde participe et tout ça. La sensation qu'on vous fait confiance? Voilà. Enfin? Ouais. C'est ça que vous voulez dire? Entre autres. Vous pouvez me le dire, je comprends. Et vous avez attrapé le virus? Oui. Donc pendant que vous peignez vos voitures, là, avec votre pistolet, vous pensez à des petits bateaux? Entre autres. C'est vrai? Oui. Bon. Et vous allez continuer à naviguer? Je garde toujours contact avec M. Le Bohec pour continuer la découverte du bateau encore. Vous allez faire naviguer d'autres gamins de votre condition, éventuellement? C'est dans les projets aussi, ouais. Mais cela est... Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans sa vie que de faire ça pour les autres, hein? Ouais, vous êtes d'accord? Bon. Madame Tabarly, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette association? A-t-elle besoin de quelque chose? C'est le moment d'en profiter. Vous payez la télé, ça sert à ça. Elle a besoin de tous ceux qui veulent bien bénévolement embarquer des jeunes sur leur bateau. Monsieur Le Bohec est très efficace et c'est quelque chose de très sérieux parce que jamais on envoie un enfant sur un bateau sans que le centre auquel il appartient soit prévenu. Et il y a une espèce d'échange de bourses et notamment l'été dernier, il y a 2 jeunes qui sont partis vers le nord, vers la Suède, il me semble, sur un bateau ami. Un autre bateau en a ramené 2 de La Rochelle jusqu'à Quimper. Il y a une bourse d'échange. Écoutez, on va mettre le nom de l'association sur l'écran, son adresse, son téléphone. Si vous avez des bateaux et que vous vous sentez un peu seul, ou plutôt si vous voulez vous rendre utile, c'est quand même mieux, faire partager votre plaisir. Allô, Monsieur Le Bohec, lui, il a des gamins que ça intéresse de sortir de leur monde un peu clos ou de rentrer dans un univers organisé. Vous aurez fait quelque chose de formidable. Vous allez découvrir dans un instant un autre fameux navigateur, après les Kersozon, les Petits Pas et d'autres que je ne cite pas, qui est Monsieur Yves Parlier. Je vous poserai quelques questions sur votre santé dans un instant. Mais d'abord, octobre 97, 3e édition de la Transat, en double, la Transat Jacques Vabre. Ce fut une fameuse rencontre, la rencontre de 2 marins qu'on peut qualifier d'exception. Vous n'aviez jamais navigué ensemble? On avait navigué ensemble juste pour s'entraîner, et puis pour la course du Fastnet.
qui avait lieu au mois d'août 97. Oui. Mais effectivement, moi j'avais navigué par procuration et par imaginer. Mais qu'est-ce qui vous a appris d'aller chercher Éric Tabarly pour naviguer? Parce que le grand skipper c'est lui, le jeune gamin c'est vous, si je puis me permettre. Et là, vous êtes le skipper, il est censé être votre équipier et ça marche. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai proposé à Éric de venir naviguer, je pensais qu'on serait un peu à se partager les responsabilités. C'est Éric qui a souhaité donc... qui me disait toujours c'est ton bateau, c'est toi le skipper, je suis équipier, et il voulait rester cet équipier-là. Bon, quand on est en double sur un bateau, en fait, on se partage quand même les tâches et on fait le même travail. Eh ben, je reviens à vous dans un instant, Yves Parlier, récite de cette épopée par Hervé Corbière. Nous voici sur l'eau pendant 6 minutes. Éric Tabarly est de bonne humeur, il vient de refaire son sac. Il a répondu à l'appel d'Yves Parlier, fier comme tout, le jour du premier entraînement avec son illustre coéquipier. Yves Parlier, prince du monocoque, un solitaire lui aussi. La course du Figaro, la Transat anglaise, la route du Rhum figurent à son palmarès. Mais quand Éric lui dit oui, lui, le champion de 36 ans, retombe tout d'un coup en enfance. J'ai passé toute mon adolescence à lire tous les livres de voile, dont ceux d'Éric. Et bien sûr, Éric, c'était l'homme qui gagnait les courses, l'homme qui inventait, et puis surtout un certain esprit du marin. Donc pour moi, ça a toujours été l'exemple, Éric. Donc j'ai toujours eu envie de naviguer avec lui. C'était un rêve, quoi, parce que une fois je lui ai demandé il y a 15 ans, et puis j'y suis allé au culot, quoi. Par 2 fois, mais il n'y avait plus de place à bord. Un rendez-vous manqué. Parce qu'en regardant bien ces deux-là, on pourrait leur trouver un air de famille. Ils sont discrets, peu loquaces, partagent le même intérêt pour les innovations technologiques. Ils vont néanmoins devoir se découvrir l'un l'autre. Car à bord, le skipper, ce n'est pas Éric Tabarly, c'est Yves Parlier. Yves Parlier, qui va devoir apprendre à donner des ordres à celui qui fut plus jeune, son modèle. Ce qu'il faut savoir avec Éric, c'est qu'il faut lui dire les choses parce que il ne fera jamais rien sans qu'on lui demande. C'est-à-dire que si je lui dis va choquer la drisse, que je suis à l'avant, alors Éric part winch de drisse, et toi tu es là à l'avant, tu attends, tu dis qu'est-ce qu'il fait, et alors au moment où tu dis alors tu choques, il te dit je suis prêt. Et si tu n'as pas dit de choquer la drisse, il ne te choquera pas la drisse. Le jour du départ de la Transat en double, ces points de détail sont réglés. Le 11 octobre 1997, la paire Parlier-Tabarly sur Aquitaine Innovation quitte Le Havre, direction Carthagène en Colombie. Très vite, les tâches se répartissent au rythme de l'océan. Yves à la navigation et à la météo, Éric à la barre où il reste parfois jusqu'à 15 heures par jour. C'est lui que l'on voit ici, en train de maintenir le cap, malgré le vent, malgré l'écume. Aquitaine Innovation file à près de 40 km/h, ça va vite. Si vite que parfois ces barres de flèche qui lui donnent un faux air de tonnier plongent dans l'océan. Les conditions sont rudes, mais Yves Parlier et Éric Tabarly sont en tête. Les éléments ne faiblissent pas, les deux hommes se retrouvent dans la cabine pour manger un morceau. Cette séquence dure 30 minutes. Les deux solitaires n'échangent pas un mot. Ils se sont pourtant parlé pendant la traversée, mais jamais devant la caméra embarquée. La fin de course est plus calme, mais le soleil tape
au point qu'Éric, meurtri par les coups de soleil, a emprunté la chemise d'Yves et adopté un look vacances. Nous sommes à quelques jours de l'arrivée, la course est pratiquement gagnée. Aquitaine Innovation navigue avec élégance. Éric Tabarly est heureux. Le 21 octobre 1997, les deux hommes arrivent premiers après 20 jours de traversée. Et en matière de prévision, Éric Tabarly vient de donner une dernière leçon à son skipper. Je pensais pas qu'on serait là ce matin. Au fait, t'as gagné ton pari? Dommage qu'on n'ait rien parié. C'est quoi ton pari? Eric m'avait parié qu'on arriverait ici pour déjeuner en Colombie. Eric avait dit qu'on y arriverait, moi j'avais dit qu'on n'y arriverait pas. On avait parié, on a tapé. Tu me dois quoi? Il faut rien, puisqu'on on n'a rien parié. À moi de voir ce que je lui dois. Je lui dois beaucoup de toute façon, mais il va falloir que je trouve quelque chose. On ne se l'est pas dit, mais on se le pensait fort. À 66 ans, avec Yves Parlier, Éric Tabarly gagne sa première transat en double. Yves Parlier, vous ne connaissiez pas Éric Tabarly, c'était pourtant par faute d'avoir essayé et d'avoir essuyé 2 refus à 2 reprises, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Quand j'étais adolescent, je partais en stop de la région parisienne et j'allais en Bretagne, évidemment, mes week-ends. Et puis la première fois, c'était, je crois, le trophée des multicoques. Il était donc à bord de Côte d'Or 2. Et puis je cherchais un embarquement, alors je demandais à tous les skippers, et puis à un moment il y a Eric qui passe devant moi, alors je me suis pincé, parce que j'étais timide aussi. Et allez-y, allez, vas-y, et puis je lui ai demandé à Eric, évidemment, Eric il avait son équipage, je dirais de semi-professionnel, bien rodé et tout ça, j'avais aucune chance, mais bon, j'ai tenté quoi. Et alors, résultat? Résultat, j'ai fini par embarquer sur un trimaran qui arrivait le matin même, qui venait des États-Unis, qui s'appelait Hearst. Et on avait super rigolé avec les 2 Américains parce que ils ont traversé l'Atlantique pour venir faire la Two Star qui est dans le sens retour. Est-ce que le skipper que vous étiez, Tabarly comme équipier, finalement c'est l'équipier qui vous a encore donné des leçons, non? Ah oui, ça bien sûr. C'est sûr que j'ai énormément appris. Quoi par exemple? J'ai appris, je crois, beaucoup de discipline dans les manœuvres. Je crois que je faisais des belles manœuvres, mais je ne les finissais pas. Et Eric m'a appris une discipline pour... il avait un amour de la perfection d'une manœuvre bien faite et bien finie, et ça, je ne savais pas le faire. Yves, je profite de votre présence sur un plateau, ce qui est à peu près la première fois depuis votre accident de parapente cet été, pour prendre des nouvelles de votre santé. Vous en êtes où exactement? Vous repartez quand à peu près? Eh bien, je vais bien, ma santé va bien, je suis toujours en rééducation et je compte donc... Vous refaites quoi là? Votre masse musculaire, vos nerfs, vos réflexes? Voilà un peu tout ça. Ouais. Et je serai donc à la barre d'acclimatation pour la prochaine course de l'Europe au mois de juin. Ah d'accord. Départ de? Départ de Gênes, en Italie, à la fin juin. Et votre épouse qui est derrière, elle est contente? Faut lui demander. Elle fait oui. Bon, alors si elle fait oui, c'est parfait. Allez, encore des images. À l'âge de 35 ans, merci Yves Parlier. Éric Tabarly découvre une autre passion, c'est le ski. Depuis 4 mois par an, il allait rejoindre ses amis montagnards en Haute-Savoie pour se lancer dans des défis d'un autre genre. Vous allez voir ce que vous en montrent Gilles Coudert, Samuel Luret et Florence David. On s'est mis à 3 pour le suivre. La pente est des plus raides, réservée aux skieurs de haut niveau.
Sur les hauteurs de Chamonix, l'homme qui fait sa trace dans la poudreuse, en hors-piste, c'est Éric Tabarly. La montagne, le ski, c'est l'autre passion du marin solitaire. Une passion qui commence il y a 25 ans ici, à Argentières, un petit village de 1200 habitants au fond de la vallée de Chamonix, un lieu encore préservé où Éric Tabarly pose son sac au premier jour de l'hiver pour ne repartir qu'au printemps, vers la mer. Pendant ces 4 mois, un programme complet et exigeant, toujours en compagnie de ses amis savoyards. On venait souvent avec Éric, ici. Il aimait beaucoup le sommet des Grands Montets, et on traversait au pied de la Verte, et on descendait sur le glacier d'Argentières. Il adorait ça, parce qu'en plus, on passait dans des passages qui sont merveilleux, qui sont les passages des séracs. Et ça, il aimait beaucoup, ça lui rappelait un peu les icebergs des mers du Sud. Chez les Devouassou, on est guide de haute montagne, de père en fils. Devenu ami de la famille, Jean-Pierre initie le marin breton à la montagne. Tabarly découvre le ski à l'âge de 35 ans. Il a démarré le ski de hors-piste avec moi, puisque je fais pratiquement que du ski hors-piste. Et je dois dire qu'il a aimé ça très vite, et il a fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Il remplaçait sa technique qui était limite par une force physique fantastique. Je l'ai vu faire des cabrioles à ski, mais quelque chose d'extraordinaire. Il sortait tout blanc, il secouait la tête comme ça, et c'était reparti. Reparti, pour des expéditions montagnardes qui lui rappellent les courses en équipage. D'ailleurs, ceux qui l'accompagnent connaissent aussi la mer. Comme Pascal Savatier, le Savoyard, qui a fait en 86 la course autour du monde avec Tabarly. Et puis il y a aussi le frère d'Éric, Patrick Tabarly. Dans ces expéditions, le skieur confirmé teste sa résistance au froid. Au début, il voulait pas de gants, pas de gants, pas de lunettes, pas d'anorak. Et puis ça a changé, parce que quand il a eu les mains gelées, il a commencé à mettre des gants. Alors la dernière randonnée au Charles-de-Lorient, c'était rigolo, parce qu'au vent en t-shirt, en haut il y avait du vent. Alors chacun met une polaire, lui il continue en t-shirt. Plus loin, il y a encore plus de vent, on met une deuxième polaire, lui toujours en t-shirt. Et on a fini au sommet avec un froid de canard, et puis lui il était toujours en t-shirt. Il est toujours à l'aise. Tellement à l'aise qu'Éric Tabarly décide de se lancer en mars 88 dans l'aventure du Raid Blanc. Un véritable Dakar des neiges, 8 jours d'efforts non-stop à travers les Alpes. Pour ces skieurs de haut niveau, spécial chronométré, randonnée à peau de phoque, hors piste. Éric Tabarly finit dans les 50 premiers, un classement honorable. Si vous partez sans payer, ça ne me dit rien, mais je ne veux pas vous laisser partir. Mais après la compétition, c'est bien sûr au plus populaire des marins français que l'on demande un autographe, pas aux skieurs. Le monsieur là, eh bien c'est Tabarly. C'est qui? Tabarly. Alors venez, vous lui touchez la main. C'est pas souvent que vous touchez la main à une vedette comme ça. Eh mon Dieu. Dès l'enfance, la vie de Tabarly, je crois que tout le monde en sera d'accord, a été marquée par un nom absolument magique, Penduick. Regardez l'histoire de Penduick, le bateau centenaire indissociable de celle de M. Tabarly à travers le récit que vous en font Isabelle Billet et Arnaud Mansir, après quoi M. Petitpas et l'amiral Foyard notamment nous en diront quelques mots. Son premier bateau, Penduick, celui qu'il préfère, Éric Tabarly ne s'en est jamais séparé. L'histoire commence il y a 60 ans à la Trinité-sur-Mer. Penduick, dessiné en Écosse par l'un des plus brillants architectes navals de l'époque, est mis en vente par petite annonce. Guy Tabarly, le père d'Éric, l'achète en quelques heures. Mon père l'a acheté, j'avais 7 ans. Donc ça a été quand même le bateau de mon enfance. Hein. On passait les vacances dessus. Au fond, c'est là où j'ai appris un peu la voile. Pour naviguer à bord du voilier, Guy Tabarly engage un marin professionnel et il embarque Éric et sa sœur cadette Annick. Les petits équipiers de 6 et 7 ans observent leur père et apprennent à naviguer. Annick, la sœur d'Éric Tabarly, a conservé les photos de ses vacances à bord du bateau.
les premiers pas du navigateur sur un voilier, en compagnie de son père. Je pense qu'on se débrouillait bien. Il était meilleur que moi pour monter au mât. Mais autrement, on avait été à la même école. On avait été à la même école et... L'école de votre père? L'école de papa, oui. Oui. Qui était un bon marin? Qui était sûrement un bon marin aussi. Mais enfin, Éric est arrivé à être non seulement un bon marin, mais un bon technicien. Éric grandit et son amour pour la mer et les bateaux s'affirme. Mais après la guerre, la famille navigue moins. Penduick, resté à terre, a vieilli. Guy Tabarly décide donc de le vendre. Éric a 17 ans et s'y oppose. Un jour où un acheteur était venu voir le bateau, moi j'avais tout fait ce que je pouvais pour dégoûter cet acheteur potentiel. Enfin, je sais pas, il l'aurait peut-être pas acheté de toute manière. Et si bien que le bateau, les années passées, on naviguait plus avec, il était hiverné sur la vasière La Trinité, et par conséquent il se dégradait de plus en plus. Et un jour mon père avait pris la décision de récupérer la quille en plomb pour vendre le plomb. Et alors là je lui ai dit, je m'engage bientôt dans la marine, je vais gagner ma vie et moi je vais en faire quelque chose de ce bateau. Alors il m'a dit, bon je te le donne. 1953. Pour gagner sa vie et remettre en état le Penduick, Éric Tabarly s'engage dans l'aéronaval. En quelques mois, il obtient son brevet de pilote et part en Indochine pour 2 ans. C'est lui qui demande cette affectation pour une seule raison. Éric Tabarly sait qu'à Saïgon, sa solde de militaire va doubler. Il mettait absolument tout de côté pour Penduick. Systématiquement, tout était viré sur son compte pour avoir de quoi réparer, sauver ce qui était sauvable de Penduick. Car le Penduick, resté 5 ans dans une vasière, est une épave. La coque doit être entièrement refaite. Éric Tabarly tente alors une première. Il fait un moulage en plastique de la coque originale. L'opération prend 2 ans. Penduick est sauvé. Éric Tabarly remet son voilier à l'eau et vient l'amarrer ici, en rade de Brest, devant les bâtiments de l'école navale. Nous sommes en 1958. Éric est élève dans la Marine nationale et parmi ses anciens camarades de promotion, devenus amiraux, Éric est le premier et le seul à posséder un voilier. Il est arrivé et il est resté donc pendant 18 mois, enfin, sauf les périodes de sortie, mouillé là, au pied de cette falaise, cette côte, à peu près à l'endroit où est mouillé le côtre foncé là qu'on voit sur sa bouée, dans l'axe. Il ne faut pas oublier qu'on était en 58. Il y avait quelques gars qui avaient une voiture, ils se comptaient sur le doigt de la main. Et il y avait un gars qui avait un bateau, Eric. Et les autres, on n'avait rien. Et on touchait 18 francs par mois, 8 paquets de clopes et un bon de colis qu'on envoyait à nos parents pour nous envoyer des petits gâteaux. Pour pouvoir naviguer des week-ends entiers, Éric obtient une faveur de l'école navale. Il est autorisé à ne pas rentrer le samedi soir. Sur Penduick, il emmène donc ses camarades. Éric Tabarly est le plus vieux de la bande, le plus expérimenté aussi. Avec lui, tous apprennent à manœuvrer les grands voiliers. Tous découvrent aussi sa passion exclusive pour la voile et son goût prononcé pour la compétition. Il était impécunieux, comme nous l'étions tous. Ce bateau lui bouffait toute sa socle et même au-delà. Et malgré ce, il avait une volonté farouche de pousser ce matériel à fond. Donc en fait, il cassait souvent, on cassait déjà souvent. Hein. Et ça n'avait pas d'importance. Ce qui était important, c'est que le bateau aille vite. Et quand il n'est plus en mer, Tabarly continue de se consacrer à son bateau. Dans les locaux de l'école navale, il répare ce qu'il a cassé, fait des épissures ou recoue ses voiles. Une constance qui fascine ses camarades. Ce qui les impressionne aussi, c'est sa volonté de s'endurcir. Un trait de caractère que l'amiral Foyard découvre à ses dépens, dans un dortoir qui se situait ici. À l'époque, il était son voisin de chambrée. Eric, il était là, près de cette fenêtre, et moi à côté. Et donc c'est là que, en février, il n'y avait pas le bâtiment, là, il n'y avait pas l'utile de dire qu'il n'y avait pas les fenêtres en PVC, double vitre et tout ça. Ça sifflait le vent là-dedans,
C'était des baraques pourries à l'époque. Hein. Et donc, lui, il avait ouvert la fenêtre tranquillement. Et donc, réveillé par le froid, il dit, tiens, la fenêtre a dû s'ouvrir, je me glisse dessous et je la referme. 5 minutes après, elle est ouverte de nouveau. Alors là, c'est là que je me glisse dessous et que, tac, il me met la main sur l'épaule, il me dit, non, c'est pas la peine. C'est moi qui l'ouvre, il faut que les marins s'endurcissent au froid, c'est le bon moment. Et il était torse nu en son hamac, donc la couverture qui était là, et bien. Car l'officier de marine veut devenir skipper. Il engage donc Penduick dans les grandes courses de l'époque, mais n'en gagne aucune. Le voilier marche bien, mais il n'est pas fait pour la haute compétition. Alors en 1962, quand il démarre sa carrière de navigateur, il décide de mettre son voilier à la Trinité. Commence alors pour Penduick une retraite qui va durer 25 ans. Jusqu'en 1989. Éric Tabarly, devenu l'un des plus grands marins du monde, revient vers le bateau de son enfance. Vous savez que le coup de l'eau, c'est un moment que vous attendez depuis longtemps? Bah oui, depuis quelques années. Il attend depuis 6 ans, depuis qu'il a déposé son bateau chez cet homme, Raymond Labbé, constructeur naval spécialiste des bateaux en bois. Quand Raymond Labbé recueille le vieux côtre dans son chantier, tout est à refaire sur le bateau, ou presque. Quand il était arrivé au chantier, c'était une coque nue, il n'y avait plus rien, tout était en très mauvais état. Il n'y avait plus de pont. Si, il y avait un pont contreplaqué, mais le pont contreplaqué, il était pourri. Raymond Labbé était un ami et je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit, est-ce que ça t'embête d'avoir Penduick dans ton chantier pendant X années? Quand j'aurai un peu d'argent, je te dirai, tu me fais pour ça de travaux. Et comme ça, en 5 ans, 10 ans, je sais pas, on arrivera à leur faire naviguer. Et il m'a dit d'accord. Pendant 6 ans, les ouvriers du chantier vont travailler par intermittence sur le Penduick. Le pont est entièrement refait en pin d'Oregon. Les matériaux, les techniques de construction sont les mêmes qu'il y a 100 ans. Éric Tabarly passe régulièrement au chantier pour aider et délivrer ses conseils. Il veut que Penduick retrouve son aspect d'origine. Boiserie en acajou, pièces d'accastillage en bronze. Cette rénovation se réalise uniquement avec les souvenirs et les connaissances du navigateur. Généralement, on travaille avec des plans d'architecte, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de plan d'architecte, c'est-à-dire que c'est la relation de l'homme, du constructeur et d'Éric, c'est-à-dire que voilà ce que je veux, comment... Il faut que lui sente ce que je ressens, c'est-à-dire que faut que je le comprenne et que je réalise, parce que je sais ce qu'il voulait, je savais ce qu'il aimait. Alors c'est à moi de réaliser. Alors c'est donc qu'il faut qu'on soit en parfaite symbiose pour faire ce travail. Et je crois qu'on a réussi. Penduick a eu 100 ans en juin dernier. Et pour Éric Tabarly, cet anniversaire était l'aboutissement d'un rêve. Remettre à flot le bateau de toute une vie, renaviguer sur ce voilier jusqu'aux derniers instants. Amiral Foyard, Pâques 1959, ce bateau que l'on vient de voir, c'est la première mise à l'eau de Penduick. Alors, ce fut un moment formidablement émouvant et une belle catastrophe en plus. Une belle catastrophe. On a passé la photo là où on nous voit tous les deux sur le pont juste avant le lancement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on est en tenue de militaire, comme on dit dans la marine, en tenue de bif. C'est parce qu'on était en fait en manœuvre avec Saint-Cyr dans la Bretagne profonde, du côté du mur de Bretagne, et que M. Tabarly père était venu nous chercher avec sa DS Orange et qu'on avait filé à l'anglaise pour mettre ce bateau à l'eau, parce que là aussi, comme pour le général de Gaulle, la marine n'attendait pas. Alors donc, effectivement, on est parti, on a mis le bateau à l'eau, on l'a gréé aussi vite qu'on a pu. Et le dimanche matin, eh bien, le vent était maniable, on est parti faire un tour en mer et on a reçu, effectivement, au bout d'une demi-heure de près, on a reçu le mât sur la tête. Bon, je ne m'étendrai pas sur les détails, mais c'est parce qu'il avait pris un mât un peu plus long que le mât de départ et qu'il avait conservé, bien entendu, pour des raisons pécuniaires, les haubans du vieux bateau et qu'il avait été obligé de les ranger avec des bouts de chaîne et que, bien entendu, la chaîne n'avait pas tenu. Voilà. Gérard Petitpas, c'est un bateau qui a jalonné une bonne partie de votre vie aussi, ça, Penduick. Vous vous êtes successivement endetté, empoisonné la vie, des catastrophes en nombre, tout ça pour remplir. Non, c'était pas une catastrophe. C'était pas une catastrophe, c'était une volonté. Dès que j'ai connu Éric, les premières fois, il m'a dit, on a parlé de Penduick. Et tout le temps. Pendant 30 ans, il nous a dit, Penduick renaviguera. À tous.
à Olivier et à toutes les équipes qui se sont succédées sur les Pendwick. Et on savait qu'un jour il naviguerait. Alors il est resté effectivement pendant 20 ans stoppé complètement sur un quai au Krusty. Et puis un beau jour, Eric a réussi à économiser un peu d'argent, donc on l'a emmené chez l'abbé, et là petit à petit le bateau a repris vie pour devenir ce magnifique bateau qu'il était pour les 100 ans, qui a été certainement l'apogée de Pendwick. Je voudrais qu'on consacre quelques instants maintenant à regarder ce qu'a été cet homme aussi en matière d'architecture navale, de recherche de systèmes, de construction, bref, la meilleure vitesse avec les meilleurs outils possibles. Très tôt, il songe à un voilier qui s'élève au-dessus des vagues, mi-voilier, mi-planeur. Pendant plus de 15 ans, il va suivre pas à pas la naissance d'un voilier du futur qui s'appelle l'hydroptère. Hydroptère, le prototype existe, il file déjà à peu près 40 nœuds, c'est-à-dire 74-75 km par heure. Beaucoup de gens pensent que ça n'est pas raisonnable. Faites-vous votre avis vous-même, c'est très beau à voir, c'est complètement fou d'ailleurs. Florence David, Pascal Épée, Philippe Audy. L'hydroptère, le voici, un engin du futur qui vole au-dessus des vagues en recherche des hautes vitesses. Ce jour-là fut la dernière navigation d'Éric Tabarly sur l'hydroptère, un voilier dont il avait imaginé le concept 20 ans plus tôt. En 1976, il en avait déjà construit l'ancêtre, un bateau sur foil, des plans portants pour stabiliser le voilier au-dessus de la mer. On avait fait un petit bateau de 6 mètres en prenant une coque de tornado pour faire la coque centrale d'un trimaran à foil. À la barre, Alain Thébault. C'est à lui qu'Éric Tabarly a confié le projet voici 15 ans. Et en 1994, c'est le tout premier vol de Tabarly sur l'hydroptère. Voilà, donc ça c'était le premier bord avec Eric, Eric et Marie. J'invite à chaque fois Eric avec Jacqueline et Marie parce que j'ai passé des moments chez eux, des moments qui ont transformé mon existence. En 1983, Alain Thébault n'a que 20 ans. Il rencontre Éric Tabarly sur un ponton. Il rêve lui aussi de faire voler les voiliers. Alors, Jacqueline et Éric Tabarly vont l'installer chez eux pour démarrer le projet. D'abord, une simple maquette téléguidée. Voilà la première maquette sur le Grand Canal à Versailles. Elle engendrait beaucoup de frustration parce qu'elle faisait 2 kilos et je ne pouvais pas monter dessus. On est vite passé à la maquette à l'échelle du tiers, voilà. À cette époque, je naviguais effectivement tous les jours et j'avais des petits sacs de sable mouillé que je pesais. Et donc je les déplaçais 10 cm par 10 cm pour trouver le bon centre de gravité. Donc pas à pas, tel le paysan dans son champ. J'ai mis 5 ans à trouver le mode d'emploi. Et chaque soir, Alain Thébault envoie son rapport de navigation au centre d'essai aéronautique de Toulouse. Les ingénieurs affinent les paramètres en bassin de carène. Petit à petit, un prototype s'élabore. En 92, tout est prêt, mais l'argent manque. Alors, Éric Tabarly a une idée. Été 92, il invite chez lui en Bretagne les 10 principaux acteurs de l'industrie française. Alain Thébault navigue sur l'engin devant eux, Paris gagné. Éric était heureux ce jour-là parce qu'il avait bien senti que c'était un moment décisif. Plusieurs capitaines d'industrie vont alors parrainer l'hydroptère. 2 ans plus tard, grâce à ce mécénat d'entreprise et à l'aérospatiale, le prototype prend la mer. Et depuis 4 ans, l'hydroptère navigue pour fiabiliser ses vols dans le domaine des hautes vitesses. À sa dernière sortie en mer sur l'hydroptère, Éric Tabarly avait voulu tester ses performances autour de 30 nœuds, au-delà de 55 km/h. Donc là, ça devient intéressant. Et ce jour-là, l'hydroptère a filé au-delà des 32 nœuds, près de 60 km/h. Quand le bateau file plus de 35 nœuds, et tout le monde dit, enfin nous n'oublions pas qu'il ne faut pas dépasser les 40, mais il y a un tel potentiel, on sent que c'est vraiment la spirale des hautes vitesses et plus on va vite, plus on est stable, plus on peut aller vite. Et donc il faut soi-même fixer les limites, c'est toutes les difficultés. C'est-à-dire qu'on peut filer jusqu'à 40 nœuds avec une mer force 5-6 et au-delà, il faut réduire la vitesse pour ne pas exploser. Autrement, voilà ce qui arrive. Des pièces de titane et de carbone explosent. Ici, c'est un bras qui a rompu. 3 avaries majeures comme celle-ci ont déjà immobilisé le voilier plusieurs mois. Au début de décembre, l'hydroptère volait à nouveau, au-dessus du salon nautique.
Mais il y a encore beaucoup de travail pour mettre au point le bateau de l'avenir. La difficulté pour ce voilier, c'est qu'il est en avance sur son temps. C'est un peu le bateau, c'est un petit morceau du 21e siècle planté à la fin du 20e. Donc je pense que oui, effectivement, nos enfants et nos petits-enfants navigueront tous sur des bateaux de ce type, ils navigueront hors de l'eau. Éric était un visionnaire. Et le vrai défi reste celui qu'Éric Tabarly avait fixé pour ce voilier, à savoir l'Atlantique en moins de 5 jours. J'ai pris cet engagement par rapport à lui quand il m'a confié le bébé, et je le ferai car je considère que je le lui dois. Et cette promesse faite à Éric Tabarly, Alain Thébault s'engage à la tenir au printemps de l'an 2000. Alors, l'hydroptère sera au départ de New York. Il faudra traverser l'Atlantique en moins de 6 jours et 13 heures si ce record n'est pas tombé d'ici là. Ça vous semble plausible, Olivier de Kersauzon, l'Atlantique en moins de 6 jours avec cette machine? Est-ce qu'elle tiendra? Non, le problème, je pense que le défi technologique est très audacieux et très complexe, hein, et très lourd à mettre en œuvre. C'est-à-dire que le principe marche bien, le bateau est compétitif en mer plate, mais il faut le mariniser, c'est-à-dire qu'il faut l'amener dans l'océan. Et là, je crois qu'ils sont encore à des niveaux où on a toujours la surprise de casser des pièces parce que les mesures des efforts n'ont jamais pu être faites tout à fait. Mais le principe, ouais, le principe, mais c'est long, hein, je pense que c'est très long et ça va être c'est une mise au point très longue, je pense. Jacqueline, vous y croyez, vous? Bien sûr. Bien sûr, je suis ce bateau depuis le début. J'étais là quand on est monté à 30, 30 et 31 nœuds. C'est quelque chose de fantastique. Actuellement, sur le marché de l'innovation, on n'a pas fait mieux. Ouais. Gérard Petitpas, chaque étape de Penduick, chaque Penduick a correspondu à une innovation technologique parce que c'est un aspect de Tabarly qu'on connaît mal, sauf les spécialistes de la navigation, évidemment, que vous êtes, mais le grand public ne sait pas que c'était un inventeur qui a couru sur ses propres inventions, des améliorations des bateaux classiques qu'il possédait ou qu'il avait pu acquérir ou fabriquer. Oui, tout à fait. Penduick 2, c'était un déplacement léger, alors qu'à l'époque, en 1964, les meilleurs étaient les anglo-saxons qui disaient tous que pour traverser l'Atlantique, il fallait avoir un déplacement lourd. Donc là, Éric a fait un bateau déplacement léger, un bateau de 13 mètres, alors que là encore, les spécialistes disaient qu'il ne faut pas aller au-dessus de 10 mètres quand on est en solitaire. Il a gagné. Penduick 3, c'est lui qui l'a dessiné. C'était une goélette. Olivier s'en rappelle, quand on est arrivé en Angleterre la première fois, ça a été l'éclat de rire. Tous les Anglais ont dit ce bateau-là, il ne va jamais avancer. Résultat, on a fait 7 grandes courses internationales, on a gagné les 7 dans l'année. Penduick 4, ben, vous l'avez vu sur les images, c'était le trimaran, alors que là encore, c'était en 1968, c'est-à-dire que personne ne pensait qu'on pouvait traverser en course l'Atlantique contre le vent avec un trimaran. En fait, ce trimaran, en 68, il a perdu parce qu'il a cassé à la suite d'un abordage, mais il a gagné la Transat 4 ans plus tard, en 72. Ouais. Et à chaque fois, c'est la même chose. Gérard, Tabarly a été considéré aussi, est considéré comme un expert en matière d'histoire de bateau et un expert en technique de bateau. Et c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu. Alors d'où tenait-il ses connaissances? Alors que quand on lui parlait de quelque chose, il disait « Oui, mais moi, vous savez, je ne suis pas un architecte naval, je bricole mes petites inventions. » Enfin, c'est ce qu'on lit sur lui. Oui, non, mais Éric, il avait un don d'observation extraordinaire. Il était capable de passer dans un port et de repérer exactement la nouveauté. Et à ce moment-là, il se plantait devant cette nouveauté. Il était capable de rester, alors là, sans parler, sans bouger pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, jusqu'à ce qu'il ait véritablement tout photographié. Et après, il le restituait quand il en avait besoin pour créer quelque chose lui-même, ou parce que 10 ans après, il vous disait « Mais tu te rappelles bien, on était sur le port de Cannes, on a vu ça. » Daniel Charles, quelle sera pour vous l'invention majeure, l'apport majeur de Tabarly en matière de technique sur un bateau? Qu'est-ce qu'il a fait de mieux selon vous? Je crois que les choses qu'il a fait, c'est donner un mouvement. On peut dire, bon, il était le premier à trouver un système pour envoyer un spinnaker en solitaire, mais on en a trouvé d'autres depuis. Il a beaucoup travaillé sur les hydrofoils, d'autres l'ont fait. Il a à chaque fois donné un mouvement, et il avait une façon de donner ce mouvement sans forfanterie, avec charisme, et avec derrière une compétence extraordinaire qui fait que, regardez ce qu'il a fait, regardez les... Bon, aussi bien le trimaran dont on vient de parler, mais Penduick 5, c'est un bateau qui a 15 ans d'avance, c'est le père de tous les bateaux monocoques d'aujourd'hui, c'est l'ancêtre d'Aquitaine d'Innovation, où là, effectivement, Éric a fait le tour en faisant cette transat en double avec Aquitaine Innovation. Je crois que c'était quelqu'un qui était, avec sa manière très tranquille, sans faire de bruit, un prestidigitateur qui sortait des idées de son chapeau, et on était tous
émerveillé parce qu'il faisait ça comme si c'était tout à fait naturel. Cela pas, mais bien sûr, c'est normal qu'il soit là. C'était extraordinaire. Ce qui était aussi extraordinaire, bien sûr, Daniel a raison, mais ce qui moi, me frappait énormément, c'était qu'en même temps qu'il était capable d'inventer l'hydroptère ou d'imaginer la haute technologie, il était aussi capable de vous raconter le CEDOF, vous l'avez vu tout à l'heure, du haut de la tête du mât jusqu'à la quille, il connaissait tout, il vous racontait la vie du bateau, il vous racontait la vie des hommes, il vous racontait ce qu'étaient les bateaux dans l'Antiquité, et ça c'était merveilleux. La vraie invention pour moi c'est le multicoque. Parce que quand Eric a fait Penduick 4, à l'époque, il n'y avait aucun multicoque de Nidostron capable de faire de l'offshore. On est parti à 3, on a traversé l'Atlantique en 10 jours, 12 heures, des Canaries à la pointe du Diamant, et le bateau, on l'a emmené jusqu'à Nouvelle-Calédonie dans toutes les conditions. Et je pense que ce bateau, c'est une vraie découverte, parce qu'on arrivait à faire des vitesses qui n'avaient jamais été faites auparavant, et ça, c'était en 69, 70, 71. Et je pense que la vision de ce bateau à l'époque, on arrivait en Amérique ou en Australie, je sais pas quoi, les gens nous regardaient, c'est malade, là on faisait pas riche, le bateau faisait pas propre, et les gens ne nous considéraient pas comme crédibles, et on faisait les mêmes parcours que des courses américaines, on leur mettait 48 heures dans la vue. Non, c'est très impressionnant. Et je me souviens de Penduick 4, la dernière fois que je l'ai vu, au départ de la première route du Rhum, dans le même bassin, il y avait le bateau d'Olivier qui s'appelait Critère 4, et bien... Penduick 4, Manu Riva à l'époque, ne semblait pas obsolète. C'était même absolument extraordinaire quand on regarde ce bateau qui a été créé pour la traversée en 68. Il y a sur ce bateau toutes les choses qui aujourd'hui ont permis à Laurent Bourgnon de gagner la route du Rhum. C'est-à-dire 30 ans d'avance, quoi. Voilà, le Maël, la voile latée, tout y est. Des amis à qui il va manquer, ce sont ceux qu'il a découverts en 1979. Lorsque Tabarly découvre Chauzet, les îles au large de Granville, il était alors simplement invité à participer, vous en étiez, je crois, madame, ou en tout cas, dans les parages, j'imagine, aux régates du 15 août, les fameuses fêtes traditionnelles de cette île, de cette petite île. Depuis cette date, le marin a été adopté par les habitants, les quelques habitants de l'île. Isabelle Billet et Arnaud Mansir sont retournés sur place il y a quelques jours en compagnie de son neveu et de l'un de ses anciens équipiers. C'est assez joli à voir, forcément. Sur la mer, pas un marin qui n'ait un jour croisé Éric Tabarly. Et voilà la pierre. Et pas un caillou battu par les flots non plus qui ne porte son empreinte. Aujourd'hui, sur l'île de Chauzet, c'est un pèlerinage qu'entame Charles Vieillard-Baron, neveu du navigateur, et Robert Bréjon, l'un de ses anciens équipiers. Tour de l'île, dans les embruns salés, comme le faisait lui-même Éric Tabarly quand il venait ici. Je dis, bah, c'est beau, hein. C'est beau. Je dis, c'est bien parce que c'est en hauteur, alors on voit mieux l'archipel, on voit bien les chenaux. Et puis, bien entendu, quand on était comme ça à pleine mer, je disais, hey, tout à l'heure, il n'y aura plus de mer, il n'y aura plus d'eau, là. Donc il aimait beaucoup regarder l'archipel depuis cet endroit-là. L'archipel au large du Cotentin, Éric Tabarly le connaissait bien. Plusieurs fois, il y a fait escale. Chez Fredo, le pêcheur, l'un des 7 habitants de l'île l'hiver, les visiteurs du jour se sont attablés. Et autour d'un petit verre, on se souvient. C'est sympa avec nous, mais c'est pareil, hein, fallait que ce soit les gens qui aillent le voir. C'était pas lui qui venait demander, ça c'est vrai. C'était les gens très contents que les gens aillent le voir. Mais c'est vrai que la première fois qu'il est venu, bon, bah, ça impressionnait les gens. Les gens disaient rien, quoi. Alors, les gens envoyaient les gamins voir. Oui. Il y avait toujours plein de gamins, nous, quand on arrivait avec Penduick, c'était toujours ça. Plaisanciers timides, solides marins dans un décor accroché sur la mer. Ici, tout plaît à Éric Tabarly, à commencer par le grand rendez-vous de l'île, le 15 août. Des confrontations d'hommes plutôt physiques. Tir à la corde discutait là sur la grande plaine là, qui est là derrière. Et en plus, le tir à la corde, c'est un jeu qui existe dans les îles anglo-normandes et puis qui existe dans la région qui existait depuis longtemps, mais qui existe toujours dans les anglo-normandes. Ouais. Et aussitôt, Éric Tabarly cède bien volontiers à la tradition des lieux. Dans l'épreuve de tir à la corde, sur ces images de 79, on le voit ici à la tête de l'équipe des plaisanciers, ne pas ménager sa peine. Après, vous aimez tant se mesurer aux autres.
Parce qu'il aimait le goût de l'effort, Il pour aimait beaucoup savoir. l'effort, il voulait savoir où il en était. Jusqu'où il pouvait aller. Jusqu'où il pouvait aller. Et ça, c'est Et vrai je que... sais que, on peut dire qu'il y a quelques années, bon, il est comme moi, quoi. Il y a un moment où, bah, si la tête reste, le potentiel diminue, ça lui déplaisait un peu. Il m'avait dit un jour, il m'a dit, comment tu te sens? Moi, je dis, ça va encore. Ah, il me dit, oui, mais tu tires moins fort sur les bouts. Ah, bah, il dit, oui. Ah, il me dit, moi aussi. Et ça lui déplaisait un peu. Ça pesait énormément. Ça lui oui. pesait énormément. Mais l'attraction préférée d'Éric Tabarly, c'est la course de Doris. À plusieurs reprises, il va s'y aligner avec son neveu. C'est ce genre de bateau sur lequel on a effectivement couru pour les régates de Chauzet. Est-ce qu'il a fait, il aimait tant ça, les régates de Chauzet? Ouais, il aimait ça, pourquoi? Parce qu'il y avait quand même, comme d'habitude, un goût de l'effort. Hein, c'était pas un machin qui marchait avec une mécanique. C'était qu'à la force des bras. Et il appréciait ce genre de choses. Il appréciait. En 83, Charles souque sur les avirons avec son oncle. Un effort soutenu de près de 40 minutes, qui n'empêche pas Éric Tabarly d'envisager quelques aménagements pour l'embarcation. Si la première année, il a accepté de faire la course avec une barque de Lille, très vite, il a voulu revenir avec son propre matériel et innover, là encore. Il avait effectivement amélioré un petit peu. Allégé beaucoup. Allégé, avec une forme un petit peu différente au niveau du fond, sole. Hein, de la sole. Il avait une sole plus ronde, si bien que quand le bateau était arrêté, il était l'avant était au moins ça au-dessus de l'eau. Donc quand on souquait les avirons, au lieu de s'enfoncer, on soulageait. Il soulageait et il restait dans ses lignes. Ouais, donc en fait, il venait là pour gagner. Oui. Ah, oui, Ah ben, il n'avait caché à personne. Hein. Ah, oui. Moi, quand il avait dit je viens là, il m'a dit c'est pour gagner. Et par 3 fois, Éric Tabarly a remporté les régates de Chauzet. Comme pour beaucoup d'autres dans lesquels il a pris le départ, Tabarly entendait disputer ses courses en véritable professionnel. Moi qui ai beaucoup nagé avec lui, c'est vrai que c'était... Fallait suivre la cadence. Il avait une bonne cadence. Il avait une cadence. Bon, comme je disais, c'était pas un rapide. Par contre, on partait sur un rythme et on le tenait jusqu'au bout. Il tenait bien sa cadence. Et donc, il prenait sa cadence du départ et il fallait aller jusqu'au bout avec la même cadence. Donc c'est vrai, quelquefois, j'avoue que... Ta langue te pendait. J'ai un peu souffert et quelquefois j'étais bien content de voir la ligne arriver. Surtout que Charles avait une petite tendance à charger un peu la veille. Il mettait du fioul la veille. Alors Eric disait, tu fais comme tu veux, mais demain on court. Et lui, par contre, il ne chargeait pas. La veille, il ne chargeait pas. Tout pendant qu'il a pu, et que son programme lui permettait de venir courir et de se retrouver dans cette ambiance de Chauzet, il aimait revenir là. Il aimait revenir là. Et ça, je pense que s'il était encore parmi nous, il serait revenu pour gagner. Madame Tabarly, Gérard Petitpas, vous avez un projet qui vous tient particulièrement à cœur, c'est de réunir dans un même lieu les 5 Penduics qui existent encore, puisque Penduic 4 a disparu sous le nom de Manureva avec Alain Collat, corps et bien. Et vous voulez fonder un espace Tabarly. Je voudrais vous demander à peu près où vous voulez le faire, à quel horizon, et qu'est-ce qu'on fera dans cet espace, madame? Je pense que Gérard pourra en parler plus savamment que moi. C'est un projet qu'Éric avait à cœur, qu'il avait commencé à organiser, parce qu'il ne pouvait plus s'occuper tout seul de Penduic. L'année dernière, il a passé 400 heures à remettre le bateau en état tout seul. C'était très lourd, il avait quand même 66 ans. Maintenant qu'il est parti, il n'est pas question de vendre Penduic, ni de le laisser sous un hangar, ni de le mettre comme un musée. Il faut continuer à le faire naviguer pour que l'esprit d'Éric continue à naviguer. Et puis, il n'y a pas que Penduic, il y a aussi le 2, il y a le 3, il y a le 5, il y a le 6, et il y a tous ces enfants qui rêvent de naviguer. Je reçois des lettres de parents, d'enfants qui me demandent si c'est possible de naviguer sur les bateaux. Alors, Gérard a repris le flambeau, il a repris l'idée d'Éric, et puis il a déjà pas mal avancé. Naturellement, ça se fera en Bretagne.
Nous n'avons pas encore définitivement situé l'endroit, c'est presque fait, je crois. Et je pense que dans les années à venir, eh bien, on entendra encore parler, pas de l'espace Tabarly, peut-être pas, mais... L'espace Fenwick? Non, ce sera... On n'a pas encore trouvé le nom, mais je crois que Gérard va faire quelque chose de très très bien. Alors ce sera quoi? Ça pourrait ressembler à quoi cette affaire? Non, c'est vrai, Éric nous a laissé des choses extrêmement... des écrits très précis. Il souhaitait que ces bateaux continuent à naviguer et continuent à naviguer en bon état. Et autant il avait refusé que chacun des bateaux soit classé dans un patrimoine, autant il était d'accord pour que la flotte des Pendwick soit classée comme patrimoine. Donc son souhait, c'était d'arriver à trouver un endroit où on pouvait rassembler les 5 Pendwick, les faire naviguer à partir d'une même base. Donc c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous allons continuer avec Jacqueline, et on va ramener les bateaux vraisemblablement en Bretagne, vraisemblablement en Bretagne Sud, parce que c'était l'endroit de prédilection, un endroit parfaitement légitime pour Éric. Et puis à côté de ça, je pense qu'on fera à terre tout un tas alors, Jacqueline pour l'instant n'a pas trouvé le nom, mais dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'espace, on aura là toutes les archives d'Éric, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on trouvera une salle d'architecture, on trouvera la bibliothèque, on trouvera une photothèque, une cinémathèque, enfin tout un tas de choses qui seront utiles, mais tournées là encore vers l'enseignement. Notre souhait, ce serait que, par exemple, en architecture navale, on puisse se servir des plans de Pendwick et d'autres plans que les gens veulent nous donner aujourd'hui pour créer avec l'université de l'endroit où sera cette base, eh bien, une unité de valeur sur l'architecture navale et de développer, pourquoi pas, comme l'ont fait les Anglais, une école d'architecture navale. Alors c'est très ambitieux, mais c'est tout un tas de choses qu'Éric avait écrites et qu'on voudrait bien continuer. Je termine avec vous, Madame Jacqueline Tabarly. Votre vie aux côtés de cet homme, ça a été quoi? De la peur et du bonheur formidable? Le yin et le yang, une médaille à deux faces et une pile, et c'est vrai que j'ai vécu 22 ans de peur, mais 22 années qui ont passé tellement vite que c'est à peine si je les ai vues passer. Elles ont été extrêmement chargées, extrêmement riches. J'aurais souhaité que ça dure plus longtemps, mais nous avons chacun notre chemin de vie. Lui, son chemin de vie s'est terminé. J'ai eu la chance de parcourir un bon bout avec lui. Maintenant, mon chemin de vie continue. Mais il m'a laissé de quoi continuer. Je ne sais trop comment, Madame, vous remercier d'avoir accepté de venir parler, rire et aussi retenir votre émotion et sans doute votre douleur de cet homme qui aura été décidément un personnage très important dans l'histoire de la mer de ce siècle. Je sais qu'il n'est certainement pas forcément le seul, mais c'est quelqu'un à qui, en tout cas, s'imposait l'hommage de cette émission. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, si vous avez aimé les hommes, les femmes que vous avez entendus, regardez les références avec lesquelles nous avons travaillé. Depuis lundi, notre partenaire RFI vous a proposé plusieurs reportages sur Éric Tabarly et les passionnés du grand large. Demain, sur RFI Paris, à 13h40, la chronique Reporter reviendra sur la vie et l'œuvre de ce marin de légende. 3 livres écrits par Éric Tabarly. Mémoire du large, une réédition des souvenirs de la vie du marin quelques semaines après sa disparition en juin 98. De Fallois. Victoire en solitaire. Récit de sa première grande victoire en 1964 qui signera le début d'une longue carrière. Artaud, 1998. Pendwick. C'est le bateau de ma vie, disait le marin de ce monocoque. Histoire de ce voilier centenaire. Ouest France, 1989. D'Olivier de Kersauzon, Tous les océans du monde. Son carnet de bord lors du trophée Jules Verne, au cours duquel il pulvérisa le record du tour du monde en équipage et sans escale de plus de 3 jours. Cherche Midi éditeur, 1997. Histoire du yachting de Daniel Charles. Une histoire complète des bateaux de plaisance des Égyptiens à nos jours. Artaud, 1997. Tabarly, ses bateaux de légende de Jean-Michel Barrault. Retour sur les Pendwick. Au-delà de la légende, les extraordinaires innovations techniques. La rivière, 1998. Rêve de mer, des voiliers et des hommes. Le photographe Erwan Kéméré nous fait découvrir les hommes de mer, leurs bateaux et ce qui anime leur passion. Texte de Daniel Gilles. Solar, 1998.
Enfin, dans Télé 7 jours de cette semaine, sous la plume d'Olivier de Kersauzon, un vibrant hommage à Jacqueline Tabarly. Retrouvez toutes ces références sur 3615 France 3, Internet et un numéro de téléphone qui est mis à votre disposition. Voilà, dans 2 semaines exactement, la marche du siècle revient pour l'avant-dernière fois. Elle sera consacrée à la misère. Elle s'appelle Pauvreté, le cri du cœur, avec notamment les restos du cœur. Et ce sera la pauvreté et la misère par ceux qui la vivent et par ceux qui luttent contre, associations ou bénévoles. Après le soir 3, un documentaire sur les coulisses de la tournée de l'humoriste Elie Kakou, et puis un autre documentaire sur les coulisses de la tournée de Patricia Caste. Il nous reste 2 marches à vivre ensemble. Ce sera le 13 janvier, et puis la dernière est fixée pour le 27. En attendant, ai-je assez de cœur pour vous souhaiter à tous une très bonne année au nom de notre équipe, et vous remercie infiniment, madame et vous les amis, proches ou moins proches, d'avoir participé à cette émission qui nous a fait tellement chaud au cœur, tellement chaud. Credit